Les gars, vous imaginez pas là. Là, au début, on a été clément. Genre vraiment très clément. On a parlé de la série en bien, on a dit que c'était qualitatif et tout. Là, vous allez voir qu'au fil de la vidéo, notre patience va dépasser ses limites de très 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 loin. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et là aujourd'hui on est sur la deuxième partie de cette très longue vidéo sur The Walking Dead. Ouais les gars, on n'a pas encore terminé. Parce que ouais les gars, je suis sûr que vous avez sûrement dû le remarquer là, mais dites-vous que rien que pour la première partie de cette vidéo, vraiment j'ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup tourné. Vous aurez sûrement dû remarquer ça. Mais en même temps, rien que sur les 5 premières saisons, il y avait tellement à dire sur la qualité de la série, et surtout rien que sur le meilleur premier épisode de toute l'histoire de la télévision, forcément, j'allais pas bâcler tout ça, fallait forcément que je dise à quel point The Walking Dead était qualitatif à une époque. Parce que ouais, ça va être hyper important pour la suite, histoire que vous puissiez capter comment est-ce que The Walking Dead est devenu une série. Une série. Voilà. Alors par contre, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun problème là-dessus. La seconde partie de cette vidéo, elle promet d'être beaucoup plus courte. Parce que là, on va parler de la moitié de la saison 5, là où on s'était arrêté sur la première partie, jusqu'à la saison 8. Voilà, ce sera beaucoup plus court que la fois précédente. Surtout que là, pour les saisons qui vont suivre, il y a beaucoup moins de choses à dire. Donc normalement, si tout se passe bien et si j'arrive à résumer tout dans le moindre délai, et bah vous devriez avoir au moins maximum 3 quarts d'heure, 1 heure, allez. 1 heure et quart de vidéo si on est suffisamment gentil. Et si déjà vous êtes arrivé jusqu'à la seconde partie, et bah rien que pour ça, je vous félicite quand même, parce que bon, tenir quand même plus de 2 heures de vidéo entière avec moi qui parle devant une caméra et tout, vous êtes obligé de m'écouter, etc. Franchement, il faut avoir des burnes, du courage et surtout pas de la volonté quand même de vouloir aller jusque là. C'est que soit vous êtes des grands passionnés de The Walking Dead tout comme moi, ou alors c'est que vous avez rien à foutre de votre vie, depuis le début vous m'écoutez pas, mais vous avez passé la vidéo en x4 pour pouvoir l'accélérer. Ouais, la seconde hypothèse me paraîtrait beaucoup plus claire si j'y réfléchis un petit peu. Mais du coup, pour resituer un petit peu le contexte, on en était où? La dernière fois, nous avions parlé bien sûr des 4 premières saisons et de la moitié de la 5ème saison. On s'était arrêté au moment où Rick et les autres étaient enfermés dans la grange, où ils étaient obligés d'affronter la tempête et les zombies qui s'y retrouvaient devant, et on s'était quitté sur Maggie et Sacha admirant l'horizon à l'eau, avec Aaron qui pointe le bout de son nez. On s'était arrêté pile ici, et sachez que... là actuellement c'en est où en ce moment? Alors je vous parle, sachez que je suis encore en train de monter la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo n'est toujours pas terminée, en tout cas la première partie, mais normalement elle devrait arriver le 26, le 26 mars en fait, si je dis pas de bêtises, et j'espère qu'elle sera arrivée ce jour-là, et normalement oui, puisque j'ai fini quasi une grande partie du montage, il manquera juste la partie de la saison 5 en fait. Allez on attaque, c'est parti! I know, it's stranger danger. But, I'm a friend. I'd like to talk to the person in charge. Vous voyez, le moment où Aaron est apparu, c'est pour moi le moment où The Walking Dead a commencé à chuter à mes yeux. Et vous allez vite voir pourquoi. Car le moment où Maggie et Sacha regardent l'horizon, etc., c'est le moment où on aurait pu se dire que ça aurait pu être le dernier épisode de toute la série. Et ça, franchement, pour moi, ça m'aurait entièrement convenu. C'est-à-dire, on regarde nos héros admirer l'horizon au loin, etc. Et ils sont contents de savoir qu'ils ont survécu jusque-là. Et ils sont malgré tout en peine. Ça aurait été une fin douce et amère. On ne sait pas du tout ce qui advient nos héros après tout ça. Mais quelque part, on se le questionne dans notre tête. Et on se remet même en question de tout ce que les héros ont vécu jusque-là. Bref, avec tout ça, ça aurait été la fin idéale. Mais bon, au final, Aaron est arrivé, tout ça prend plus de ça, se prendre un bon coup de poing dans la face de Rick. Ouais, comme quoi, fallait pas trop le défier. On n'oublie pas à quel point Rick est violent dans cette saison. Parce que oui, vous allez jamais me croire, mais si Aaron débarque au milieu de tout ça, c'est pour leur proposer une communauté. Et en général, quand tu viens avec ce genre de demande face à des héros comme ça, essaie de te méfier de la réaction qu'ils vont avoir. Parce que ouais, la dernière fois qu'il y a une communauté charmante qui s'est proposée à eux, voilà exactement comment est-ce que ça s'est passé.
ouais, forcément, avec tout ça, nos héros ont forcément des doutes à l'endroit où est-ce qu'ils vont habiter, ou pas habiter, hein, parce que ça se trouve, ils peuvent parfaitement partir en vadrouille, etc., revivre leur vie de merde comme ils l'ont vécu jusque-là. Mais au final, avec un petit peu de temps, ils acceptent avec prudence, d'autant plus que Aaron va retrouver Eric, qui d'ailleurs, bon, par surprise et par inadvertance, s'avère être aussi son petit copain. Et vous allez voir que ce mec-là sera sûrement charmant aussi, parce qu'il promet d'être un personnage crucial au long de la série, j'en suis sûr. Et je suis sûr que le personnage d'Eric va être hyper important pour la série, je fais confiance sur ce coup-là, je fais confiance aux scénaristes, ils ont du talent. Après leur arrivée à Alexandria, nos héros essaient de s'intégrer au mieux qu'ils peuvent, parce que bon, s'habituer à la société de l'époque, alors qu'elle s'est complètement effondrée, c'est assez compliqué, surtout pour des personnages comme eux. Mais on verra au fil de cette nouvelle saison, enfin, de cette saison 5, hein, bien évidemment, que bah la réhabilitation n'est pas seulement difficile que pour les nouveaux venus, mais aussi pour ceux qui sont là depuis très longtemps, voire même ceux qui ont bâti et forgé cette communauté. Parce que oui, à force de baigner dans cette... Bah, pas bourgeoisie j'ai envie de dire, mais ça y ressemble, à force de baigner dans cette bourgeoisie, dans ce luxe, etc., et bah les héros d'ici oublient que dehors, bah c'est un petit peu la zermie, mais cette zermie, elle est quand même capable de nous atteindre. Et surtout, on nous fait pas oublier que, et bah les humains de l'intérieur en tout cas, peuvent être eux aussi cruels, comme par exemple le mari de cette femme, hein, qui semble visiblement très net, et on a aussi un pote à Karl qui lui aussi a l'air très très net. Hein, Baptiste? Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. On remarque aussi que Nicolas a l'air plutôt agressif envers les nouveaux arrivants. Bon, on se demandera sûrement pourquoi, mais soit. Bref, s'y faire un nouvel arrivage alors que t'as vécu l'enfer sur Terre au vu de la gueule que t'as, c'est pas forcément facile. Mais Rick commencera quand même sa petite transformation. Il passera d'un gars, bon, très effrayant et très... Bon, qui a vraiment du vécu, genre qui kidnappe le vécu sa race, à... Bah, un gars simple, un civil qui remet sa casquette de policier, ou plutôt de shérif du comté de Atlanta, pour pouvoir faire régner la loi et un petit peu l'ordre au sein de la ville de Alexandria. Rick, au milieu de tout ça, forcément, il se méfie. Il sait que ce monde est beaucoup trop beau pour être vrai. Bon, surtout Sacha qui, elle, a tellement pété les plombs qu'elle va jusqu'à s'acharner sur tous les zombies qu'elle croise. Ouais, bon en même temps, avec la mort de Tyrese, son frère et de Bob, son petit ami, ouais, pas étonnant que la meuf elle pète les plombs. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé cool dans cette saison, c'est Carl et Ellie. Franchement, ce sont les deux personnages les plus attachants de cette saison, et ça se voit rien qu'à leur regard, rien à la façon dont ils se comportent. Bref, franchement, je promets un bel avenir pour ces deux-là. Le sourire, s'il te plaît, arrête de jubiler, je sens qu'il y a un truc là, ouais, t'as envie qu'ils soient ensemble, allez, t'as envie. Bref, tout se passe bien et tout se passe mal en même temps, avec en supplément Gabriel qui lui, bon, remet un petit peu en question sa foi, surtout après avoir vu, bon, un gars se faire exécuter au beau milieu d'une église quand même, hein, ce qui est plutôt grave comme acte, hein. Et là, on retrouve petit à petit ce que j'aimais dans The Walking Dead, et ce que j'aime maintenant, aujourd'hui, toujours dans The Walking Dead. Le conflit entre les personnages. Il y a tellement de personnages différents, un petit peu éparpillés à droite à gauche, que l'on a vraiment l'impression de suivre l'intrigue de l'histoire et de savoir exactement comment est-ce que tout ça va finir. Entre Rick qui galère à s'intégrer en tant que policier dans tout ça, à faire maintenir l'ordre avec sa propre méthode du monde de l'époque, Glenn qui se plaît au milieu de tout ça mais qui n'arrive pas à valoir ses autres collègues à côté, surtout le fils de la chef d'Alexandria tout simplement. Entre Carl qui certes s'attire les faveurs d'Enid mais qui au final se sent comment dire, ouais pas vraiment le bienvenu quand on voit la gueule de 2-3 de ses potes. Et entre Gabriel qui n'a tellement plus le sentiment d'avoir de foi que le mec va jusqu'à arracher des pages de la Bible, histoire pas de se racheter une conscience mais de se sentir coupable et de pas pouvoir agir. Avec tout ça, t'es en train de te dire un truc, il y a un moment ou un autre, ça va péter. Et c'est trop intéressant, c'est trop génial. Je suis venu à ce qu'il y avait de qualitatif dans ce nouvel arc de la saison 5. Maintenant, on va revenir à des choses qui sont un peu plus dures et qui font un peu plus mal. À savoir les défauts de la série qui commencent petit à petit à encore une fois s'accumuler. Là, au début, bon, ça devenait pas trop grave parce qu'on s'est dit que la série avait encore la possibilité de se reprendre. Mais là, pour le coup, ça commence sérieusement à devenir inquiétant. Déjà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, enfin oui, dans la partie précédente, mais oui, il commence à y avoir un petit peu trop de personnages éparpillés à droite à gauche. Du coup, t'as soit pas le temps de t'attacher à eux, ou soit t'as pas le temps d'avoir une attache émotionnelle envers eux, et surtout, il y a des temps d'écran à accumuler à chaque personnage qui fait que, t'es obligé de trouver un équilibre. Or, dans cette saison 5, ça marche encore, mais quand les personnages vont petit à petit s'accumuler, vous allez voir que ce sera indigeste à la longue. Pour l'instant, là, ça va, on s'attache à peu près à tout le monde, même le pauvre petit garçon qui veut demander des cookies à Carol, mais malgré tout ça, tu sens que ça commence un petit peu à faire trop, surtout pour les spectateurs, surtout aussi pour le petit copain de Carol, dont je suis sûr que vous vous souvenez tous. Personne ?
Ah ben merde, tout le monde a oublié en fait, je suis con. Et tant qu'on est sur les personnages, parlons de la mort de Noah. Ouais, c'est sanglant, c'est gore, et surtout c'est hyper mal joué, putain. Encore que Noah se fasse attraper la cheville, limite je veux bien l'accepter. Mais là, regardez-moi cette scène, comment est-ce qu'elle est mal faite. Je veux dire, le mec, il va jusqu'à se jeter littéralement tout seul dans la horde, alors que le gars il a dit s'il te plaît, me lâche pas. En plus, les zombies, ils se disent quand même que c'est une bonne idée de jeter Noah contre la vitre pour ensuite faire en sorte à ce qu'il se fasse déchiqueter contre une vitre vivante carrément avec tout le sang qui s'éparpille. J'ai compris exactement l'idée d'horreur qu'il voulait retranscrire, mais dans l'exécution c'est mal joué. Genre vraiment très mal joué. Et le problème des zombies justement, c'est qu'on a décrété pile à ce moment-là que les zombies ne sont pas censés être intelligents, mais tellement cons que les cas qui pensent c'est à bouffer. Donc du coup, dans cette logique-là, Noah ne devrait-il pas plutôt être affalé sur le sol et se faire déchiqueter vivant, avec Glenn en plus qui plus est? En tout cas, si on suit la logique des choses. À moins peut-être que Noah a voulu se sacrifier seul justement pour que Glenn puisse être épargné. Ça par contre c'est tout à fait logique. Ah, et aussi, un dernier petit détail. Pourquoi est-ce qu'on a pris un arc tout entier juste pour sauver ce petit con là? Je veux dire, on a passé un arc entier à essayer de sauver Bess, tout ça pour qu'elle-même aille jusqu'à sauver Noah, justement parce que Noah avait été plus ou moins emprisonné dans cet hôpital à cause de cette grosse folle. Tout ça pour qu'au final, le mec il se fasse bouffer vivant devant Glenn. C'est tout. Genre, vous allez vraiment... pourquoi, justement? Pourquoi? Limite, s'il y aurait une petite racontition scénaristique à tout ça, j'aurais limite accepté la mort de ce dernier. Mais là... c'est du gâchis. Au final, ça crée une grosse rivalité entre Glenn et Nicolas, et moi, franchement, ça me fait plaisir, parce que comme je vous ai dit au début de vidéo, j'aime les conflits. Ouais, j'aimerais toujours les conflits jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Le mari violent commence enfin à montrer ses caprices et surtout sa haine, notamment envers le shérif, surtout dû au fait qu'il fréquente sa femme. Voilà, j'aimerais pas trop être à sa place quand même. Même si cela dit, à vouloir violenter ta femme, peut-être que tu l'as un peu cherché, qu'elle aille voir ailleurs si elle y est. Parce que oui, enfin surtout si tu y es. On parle de l'ancienne version de toi-même avant que tu deviennes violent. Glenn et Nicolas se confrontent enfin. La chef d'Alexandria remet en question les agissements de Rick, surtout parce que bon, le mec devient assez violent et assez badass et surtout assez costaud envers ce dernier. Après, bon, un combat sanglant entre les deux. Carl commence à remarquer que Enid était de plus en plus fuyard et donc du coup commence à se remettre en question. Enfin, surtout à la remettre en question et passe quand même de joyeux moments ensemble, ce qui nous fait un petit peu souffler dans ce monde de brutes. Carol commence à avoir une belle relation avec cet homme là alors que tout le monde attend une relation entre Carol et Daryl. Voilà, j'en fais partie d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon club. SO Daryl plus Carol. Et là on va rentrer dans le plus gros problème de cette série maintenant à partir de là. Les idées de mise en scène sont devenues de plus en plus pauvres au fil des saisons. Les premières saisons avaient des idées de mise en scène qui fonctionnaient. Déjà, on mettait le zombie en avant, mais pas comme un zombie ordinaire. On le mettait comme un zombie, mais qui racontait quelque chose poétiquement. Rien que le zombie de Morgan, ou voire même le tout premier zombie qu'on voit dans toute la série, racontait quelque chose émotionnellement parlant. Mais là, au fur et à mesure que l'on voit des zombies, on finit par se lasser. Comme s'ils n'avaient absolument plus rien à raconter avec le temps. Enfin si, ils racontent une seule chose. À quel point leurs maquillages sont super bien faits pour des zombies et les rendent ultra écœurants en plus d'être terrifiants. Même si bon, ils sont plus trop terrifiants à ce stade, sachez-le. Bah ouais, parce que comme je vous l'ai dit à force dans la vidéo précédente, si on ne fait pas évoluer le zombie au fil du temps, et ta série est inintéressante. The Last of Us et All of Us Are Dead ont parfaitement compris ça. Dans The Last of Us, on a affaire à des zombies, certes, mais des zombies qui évoluent avec le temps, jusqu'à ce qu'on ait affaire aux claqueurs, à savoir des monstres qui se focalisent sur le son et qui s'en prêtent à leurs victimes de manière plus violente et surtout musclée. On a littéralement les colosses. Bref, The Last of Us a une parfaite chaîne évolutive du zombie. All of Us Are Dead, lui aussi, a parfaitement compris ça. J'ai un petit peu j'ai du mal à articuler, je crois que je vais appeler la série Awad, je pense que ce sera mieux. Dans Awad, on a aussi affaire à des zombies standards, certes, mais aussi des zombies qui sont capables de développer ces 5 sens au fil du temps, et surtout on a affaire aussi à des zombies vivants, par exemple des personnages principaux ou des antagonistes principaux qui étaient méchants dans l'histoire, mais qui se révèlent être presque immunisés au virus au point de littéralement développer des capacités incroyables, comme par exemple se faufiler dans des masses, ou alors entendre des choses que d'autres n'entendent pas, etc., etc., ou même influencer sur le
comportement des zombies. Bref, le virus évolue avec le temps. Et ça rend Howard incroyable comme série. Mais The Walking Dead n'a pas retenu cette leçon-là. Au contraire, dès que maintenant on sait que le point faible des zombies c'est la tête et surtout qu'ils se ralentissent au fil du temps et au fur et à mesure qu'ils pourrissent, et t'as plus de raison de suivre la série. Parce que tu sais exactement que nos héros vont avoir affaire à de nouveaux zombies qui seront peu intéressants par la suite. Du coup, ça sert à rien. Il y a un moment où un héros va devoir faire face à un zombie, il y aura juste à pointer son arme, un couteau, un flingue ou quoi que ce soit, et hop, le zombie est mort. Direct, il n'y a même pas à réfléchir. En d'autres termes, la série est devenue ennuyeuse avec les zombies. Et même niveau mise en scène. Bon, comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas bien sûr d'avoir des idées, comme par exemple Noah qui se fait déchiqueter devant les yeux de Glenn face à un vitron, ça c'est plutôt pas mal, même si c'est extrêmement mal joué comme je vous l'ai dit. Gabriel qui déchire les pages de la Sainte Bible, c'est une scène très bien réalisée, en termes de mise en scène c'est très efficace, on sent toute la peine et toute la frustration et surtout toute la honte qu'il a d'être Prest quand même. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. La série, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est en train de stagner, mais en termes de mise en scène, ne propose plus réellement grand chose et c'est vraiment dommage. En revanche, ce qui est bien avec la série, c'est que on montre que nos héros ont appris dans quel monde est-ce que tout le monde vivait et ils ont décidé de faire avec, mais surtout de le faire comprendre aux yeux de la communauté. Le gros problème de cette communauté, c'est que, à force d'être à l'abri des zombies, ils ont oublié que leur confort pouvait vite être brisé. Preuve en est, un est entré, et heureusement il a fait aucune victime, c'est ça qui est bien, mais du coup ça permet de remettre bien en question la communauté. Leur faisons comprendre que il faut jamais se reposer sur les lauriers et sur sa propre luxure, surtout quand on sait le monde dans lequel on vit, parce qu'au bout d'un moment ça finit toujours par nous rattraper. Et ça, nos héros, ils l'ont parfaitement compris, et ce, dès la saison 4. Ils ont surtout aussi compris qu'un ennemi très étrange les attend, avec un W. Les gars, comment dire ? Il y a un petit problème quelque part. On en croisait des cadavres avec un W sur le front, vers Atlanta. Or là, les gars, ils sont vers Washington. Vous allez me faire croire que les Wolves se sont dit que ce serait une bonne idée d'emménager de Atlanta jusqu'à Washington? Parce que moi, perso, je n'y crois absolument pas. Il y a un problème de géographie quelque part. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi ce problème de géographie dans la saison 4, comme par exemple Glenn qui est censé être dans le bus, mais qui au final se réveille en prison. Voilà, ces problèmes géographiques-là, les gars, va falloir commencer à les régler, parce que là, ça va pas. Du coup, avec tout ça, Rick remet enfin tout le monde en question, et surtout remet en question la violence même de l'homme, ou plutôt de l'humain en général. Puisque on rappelle que le mari violent a tellement de la haine et de la rancœur envers les autres, que le gars ne sait même pas la canaliser. Il va même jusqu'à tuer le chef d'Alexandria. On se rend compte de la folie humaine qui n'a en fait pas quitté ce monde. Il est toujours là, même avec une apocalypse zombie derrière. Parce que c'est avant tout ça que nous enseigne The Walking Dead. Que même s'il y a une apocalypse qui détruit le monde et la société, ça n'empêchera jamais les travers de l'humain de encore plus se révéler, surtout aujourd'hui. Parce que le gros problème de la société, c'est qu'il y a souvent des lois. Et ces lois, elles sont souvent là pour faire régner l'ordre, la justice, etc. Mais même sous l'ordre et sous la justice, ça n'empêchera pas ces crimes de quand même se commettre, surtout aujourd'hui. Mais or, dans The Walking Dead, c'est encore pire. Parce que s'il y a une apocalypse qui détruit la société, pas plus de société, et du coup, l'humain peut se permettre de faire toutes les conneries qu'ils veulent, puisque ils ont été contraints à cause de cette même société. Et du coup, sans cette société, les pires criminels peuvent s'en défouler, y compris cet homme-là, surtout si cette société ne fait rien pour faire changer les choses. Et c'est comme ça que la chef d'Alexandria va devoir fomenter l'exécution de cet homme en public, histoire de faire comprendre que faut respecter les lois, parce que sans les lois, nous ne sommes rien. Ouais, je sors de la légende de Chima, c'est pour ça que je cite ce genre de vanne. Déjà dit, tu dois respecter nos lois. Parce que sans elles, nous ne sommes rien. Ajoute à ça aussi la fameuse arrivée de Morgan qui a fait plaisir à tout le monde et une coupure de saison quand même. Et ça fait plaisir d'avoir une saison 5 qui, ma foi, est très intéressante et plutôt très variée. Au-dessus de la saison 4 en tout cas, mais ça c'est parce que la saison 4 avait une moitié exceptionnelle et une autre moitié assez bancale. La saison 5, parmi toute la série The Walking Dead, c'est la saison où il se passe le plus de choses. Déjà, Rick et compagnie qui se réveillent au terminus et qui sont sur le point de se faire exécuter et découper en rondelles pour être servis sur des assiettes. Ensuite, l'exécution même de Terminus, et l'exécution totale même de Terminus, les retrouvailles de Bess, l'exécution de Bess, avec en plus de ça nos héros qui vivent la mort de Tyrese, et avec en plus de ça une
une grande vadrouille qui laisse nos héros sans aucun espoir, juste à vagabonder dans les rues, comme ça, tranquille, même dans les bois, etc. Sans aucun espoir de rédemption, sans aucun espoir de rien du tout, jusqu'à ce qu'on leur tende la main et qu'ils puissent avoir enfin un abri dans lequel ils peuvent se réconforter, sachant que tout espoir aurait été perdu. Mais au final, nos héros retrouvent le repos, même si malgré tout, ils découvrent que cette communauté, en plus de pas être saine, n'est pas très safe et pas très protégée. Et ça se termine sur cette moralité que les choses doivent changer, parce que si on ne les change pas ces choses, elles vont finir par s'accumuler et tout va finir par s'effondrer. Même s'il y a quelques petits défauts un peu à droite à gauche qui commencent à s'accumuler, la saison 5 est pour moi celle qui est la plus intéressante et qui franchement, pas beaucoup de choses à dire. On aurait juste à améliorer 2-3 trucs par-ci par-là et ça aurait été une excellente saison. Or, pour moi, c'est une très bonne saison, une incroyable saison remplie de rebondissements et de divertissements. Bref, c'est une saison excellente. Et je n'ai rien d'autre à rajouter de plus. J'ai dit ce qu'il y avait à dire, mais pour moi, la saison 6, vous allez voir, elle est... Do you have any idea who you're talking to? You see that? How many people are out there? J'ai appelé cette partie 2 de la vidéo une grande monotonie pour une grande notoriété. Et sachez que cette saison 6, pour moi, correspond parfaitement à ce que je viens de dire. Parce que c'est l'une des saisons les plus ennuyeuses de la série. Bon déjà, la saison 6, elle commence directement sur les chapeaux de roue, on nous laisse même pas respirer, qu'on nous fait littéralement confronter à une énorme horde enfermée par 2 camions, ou 4 camions, si on compte, et des zombies qui se font traîner à la longue et qui commencent petit à petit à s'accumuler comme un problème effet boule de neige, qui vont s'acharner sur toute la région. Ouais, c'est... on est dans Walking Dead, les gars, toujours. D'un côté, j'ai envie de vous dire, il y a de l'idée. L'idée que si on règle pas les problèmes immédiatement, tout va s'accumuler comme un effet boule de neige. Et c'est ce qui passe. Et cette horde de zombies, elle convient parfaitement à ce que je viens de vous dire. Vous voyez, il y a les problèmes qui se font dans la vie. Les problèmes, souvent, on les laisse de côté. Sauf qu'à force de laisser côté les problèmes, petit à petit, ils finissent par s'accumuler, jusqu'à devenir tellement gros qu'au bout d'un moment, ils prennent de l'ampleur. Et quand ils prennent de l'ampleur, il y a tellement plus de place pour l'ampleur qu'ils commencent à faire des dégâts un peu à droite à gauche. C'est pour ça que les problèmes, il faut commencer petit à petit à les canaliser. Et c'est ce que font le groupe de Rick et ses amis, surtout lorsqu'ils disent le plan qu'ils vont devoir faire à toute la communauté d'Alexandria pour pouvoir stopper cette horde et l'emmener un petit peu ailleurs, tout ça. Mais la saison 6 marque aussi l'arrivée d'un antagoniste en particulier, c'est les Wolves. Ouais les gars, le grand Manitou qui est sur mon t-shirt n'arrivera pas avant maintenant. Et du coup, il y a 2 camps qui se confrontent, à savoir le camp de Rick et compagnie et une petite partie d'Alexandria qui se joignent au plan de Rick pour pouvoir lui faire confiance et sachant qu'il connaît le monde du zombie par cœur, il sait exactement ce qu'il a vécu, etc. Du coup, ils lui font pleinement confiance. Et il y a la seconde catégorie qui font à peu près tous partie d'Alexandria, qui eux n'ont absolument pas confiance au plan de Rick et qui pensent que tout va foirer et que le gars il est tout simplement venu pour gâcher absolument tout. Et du coup, c'est ces 2 camps qui vont se confronter tout au long de cette première partie de saison. Tout ceci est grave intéressant, mais il y a juste un petit point faible. On s'ennuie. Non, on s'ennuie ferme, complètement en fait. Il se passe pas grand chose durant le long de la saison. À force de voir du un peu à droite à gauche, on commence à se faire chier. Les zombies ont pris beaucoup trop de place dans cette saison et ça commence beaucoup trop à se ressentir. Rappelez-vous du calcul que je vous ai fait dans l'épisode précédent. D'un côté, je comprends la métaphore qu'ils ont voulu mettre en place dans cette saison, mais cette métaphore, elle prend beaucoup trop de place pour beaucoup trop d'épisodes, pour beaucoup trop longtemps. Surtout pour nous faire croire à des fausses morts. Et c'est Ian Glenn qui a cru que son personnage allait mourir dans l'épisode 3 de la saison 6. Et tout ça pour qu'au final ce soit Nicolas qui meurt, franchement chapeau, merci les gars, on s'en passera. Personnage super intéressant qui aurait pu créer d'énormes beaux conflits avec Glenn, ou voire même une bonne histoire d'amitié entre les deux, mais au final ça ne se fera pas et ça s'est même pas fait et c'est dommage. Pareil, il y a des personnages qui auraient pu être super intéressants pour cet arc, mais soit la majorité d'entre eux se font bouffer comme ça, tranquille pépère, sans aucune retenue et sans aucun développement de personnage quoi, bref c'est dommage. Et aussi, on a juste affaire à nos anciens personnages, ce qui est plutôt pas mal, mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux aussi de faire mourir certains de nos anciens persos?
Parce que moi je pense qu'il y avait plus ou moins la place, hein. Je pense pas à Tara, hein, par inadvertance. T'as Daryl aussi qui est confronté à un nouveau personnage qui visiblement sort un petit peu de nulle part et c'est un petit peu dommage. Et ça aurait pu être intéressant de le développer, mais bon, il sera au fil de la série, c'est ça qui est bien. Mais bon, je trouve qu'il apparaît un petit peu de nulle part et c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est qu'il remettra les actes de Daryl un petit peu plus en question et ça c'est une bonne chose. Dans cette série, il y a 2-3 rebondissements, c'est bien, mais dans le long, on s'ennuie en fait. C'est ça le truc, on s'ennuie, il se passe pas grand chose d'intéressant, il n'y a pas grand chose de spécial, et ce pendant à peu près, 8 épisodes, sauf Alexandria, quand le héros se fait attaquer par les Wolves, des antagonistes un petit peu sortis de nulle part et qui vous allez voir avec le temps ne serviront jamais à rien. Sans conteste, je vous le dis direct, mais les Wolves sont les pires antagonistes de toute la série de très très loin. Bon déjà, les mecs ils apparaissent un peu de nulle part, hein, autant dans les épisodes précédents que dans cet épisode là, du coup dans cet arc. Ensuite, les dommages collatéraux qu'ils font, tuer quelques civils d'Alexandria, et encore c'est tout, il n'y a pas grand chose derrière. Et surtout, aucun membre ne survit. Du coup, il n'y a aucun membre qui rejoint nos héros pour pouvoir leur laisser de l'adversité, etc., etc. Et même en termes de conséquences collatérales, il n'y a aucun personnage important qui meurt à cause des Wolves. C'est juste à cause de la horde qu'il y a eu là-bas tout à l'heure. Conclusion, les Wolves n'ont servi à rien au long de cette histoire. Dit comme ça, j'ai l'air de fan d'art, mais quand tu vois le graphisme, tu sens que c'est à partir de la saison 6 où les fans commencent vraiment à se lasser petit à petit. Tu sens que c'est vraiment le moment où il serait peut-être temps de dire allez, The Walking Dead, c'est une bonne série, sympa sans plus, tu vois. Alors qu'à une époque, on disait que The Walking Dead, c'était un phénomène, la meilleure série de tous les temps, on disait. Or, malheureusement, plus le temps va passer, plus on va se rendre compte que, non, en fait, tout simplement. Surtout à côté de ce qui sort derrière, parce que oui, à côté de The Walking Dead, il y a aussi de très bonnes séries qui commencent à apparaître. Surtout, l'une d'entre elles qui va lui faire concurrence durant le long de cette décennie-là. Et cette série, c'est... un générique t'as peur. Dès que la série elle est arrivée, elle a non seulement trouvé son public, mais son public a fait alimenter le bouche à oreille de cette série pour la faire propulser encore plus haut que ce qu'elle était déjà. Et vous voulez savoir ce qu'elle propose cette série? Eh bien c'est très simple, un débat de savoir qui va finir sur le trône de fer. Un trône qui fait diriger les 7 couronnes, sachant qu'il a été conquéri par une famille de nobles appelée les Lannister, mariés au Baratheon. Les Stark, du coup, vont devoir prêter allégeance soit aux Targaryens et Baratheon, ou soit peut-être aux Lannister. Enfin bref, c'est tout un énorme bordel qui va se créer, tout ça pour avoir le trône de fer. Certains vont conquérir au titre légitime du trône de fer, d'autres voudront se raviser et être mis de côté jusqu'à ce qu'ils vont être petit à petit concernés par cette guerre, et donc du coup de nombreuses guerres vont se créer autour des 7 royaumes, et on va y suivre des personnages hauts en couleur qui deviendront charismatique avec le temps, et ajoute à ça une saupoudre accumulée de marchands blancs qui voudront conquérir l'entièreté des 7 royaumes jusqu'à ce que tout le monde soit mort, parce que ce sont littéralement des morts qui voudront conquérir les 7 royaumes ainsi que Westeros et le reste du trône de fer. En d'autres termes, c'est un bordel narratif tellement jouissif et tellement incroyable. Ajoute à ça aussi des décors ultra bien travaillés avec des environnements et des espaces très bien bossés, des acteurs qui sont charismatiques et extraordinaires, et aussi des effets spéciaux. Oh là 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 là, même les maquillages des zombies à côté ils font pitié. Hein. Vous allez me dire, attends, Game of Thrones ça a ça, mais ça a pas forcément une portée aussi dramatique que celle qu'avait The Walking Dead. Pendant que Rick et Shane étaient en train de se battre au milieu d'une clairière, t'avais Ned Stark qui faisait décapiter. Pendant qu'on apprenait que Laurie était enceinte, on apprenait que Khaleesi était tombée amoureuse de son propre violeur, tout ça pour que son propre violeur se fasse tuer à cause d'un étrange venin. Pendant qu'on savait pas si le gouverneur allait mener plusieurs assauts envers la prison, il y avait littéralement la bataille de Durlieu qui avait lieu. Ou la Nera, je sais plus, je confonds les deux en général. Et pendant que le gouverneur infiltrait la prison avec un putain de tank, c'est simple, t'avais les noces pourpres.
Ouais, en fait, c'est aussi simple que ça. Face à la puissance narrative de Game of Thrones, The Walking Dead, il ne peut presque rien faire à côté. Et ajoute à ça aussi des batailles et une sens de la mise en scène tellement spectaculaire que cette série, elle te tient en haleine, c'est une dinguerie. George R.R. Martin supérieur à Robert Kirkman. Après, j'ai pas lu le comics, du coup, je sais pas ce que je dis. D'ailleurs, en parlant du Loustic, sachez que ce sera la toute dernière saison où Robert Kirkman sera impliqué. Parce que ouais, à la base, Robert Kirkman était impliqué dans les 5 premières saisons de la série, dans l'écriture et le scénario de la série. Mais là, depuis, plus rien. Voilà, le mec sera juste producteur et touchera juste le chèque de la série. Donc ouais, à ce moment-là, Game of Thrones et The Walking Dead étaient en pleine confrontation pour savoir laquelle de ces deux séries serait la meilleure de cette décennie-là. Même si on sait comment ça finit pour les deux, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, l'un s'en est mieux sorti que l'autre. Mais à l'arrivée de ce nouveau concurrent, et les showrunners et les scénaristes le savent, ils vont devoir immédiatement se ressaisir s'ils veulent à tout prix terminer cette série et surtout réussir à surpasser leur modèle Game of Thrones. Mais bon, ça ils se rendront compte vers la saison 6, parce que ce sera vraiment à ce moment-là, soit en 2015, qu'ils se rendront compte que Game of Thrones est une série qui commence petit à petit à prendre de l'ampleur avec le temps. Cependant, malgré une saison 6 un petit peu chiante et ennuyeuse, ça n'empêche pas d'avoir au moins un épisode. Genre vraiment un épisode incroyable. Pour moi c'est simple, cet épisode là est dans le top 5 des meilleurs épisodes de toute la série, le flashback de Morgan. Parce que ouais, là on voit Morgan extrêmement calme, paisible, en paix avec lui-même et en plus avec un bâton, donc ce bâton juste avec un simple bâton, sans arme à feu, sans rien. Alors que je rappelle dans la saison 3, le mec il était tellement blindé d'armes à feu, on se demandait s'il les collectionnait pas comme des cartes Pokémon. Donc en voyant ça, moi-même j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Morgan pour avoir un aussi beau changement et un aussi incroyable changement surtout. Eh bien c'est très simple, un épisode flashback sur Morgan. Après sa rencontre avec Rick, notre homme est encore plus déchiré que la dernière fois. Bon déjà parce que le mec il est toujours pas remis de la mort de son fils, mais il s'est rendu compte qu'il tuait tellement de personnes autour de lui que même lui avait envie de se donner la mort. Il est tellement en folie meurtrière qu'il veut s'auto-tuer lui-même. Et c'est là qu'il finira par faire la rencontre d'un mystérieux homme qui était psychologue fut-il un temps, mais qui s'est mis à la pratique de l'art du bâton. Je sais pas ce que c'est que cet art martial, n'hésitez pas à me renseigner dans les commentaires si vous savez. Et ce psychologue aidait justement les prisonniers à essayer de se réhabiliter à la vie active, à essayer un petit peu de se remettre des anciens traumas qu'ils ont vécu, qui leur ont poussé à commettre des crimes atroces. J'imagine le viol aussi, mais bon, que voulez-vous, je crois que même les violeurs ont peut-être le droit au pardon. Je crois que cette phrase va me valoir les pires haines possibles, quoi. Et dans le fond, ça marche. Morgan commence petit à petit à s'en remettre de tout ce qu'il a vécu. Petit à petit, il essaie de se reconstruire en se remettant lui aussi aux arts martiaux et en l'apprenant justement avec son maître, qui respecte à la langue. Il découvrira alors que son maître enterre des morts en leur marquant d'un nom, etc., etc., pour leur faire marquer un signe de respect envers eux. Et ça, ça rappelle justement le Rick de la première saison. Vous vous souvenez quand Rick allait jusqu'à prendre la carte d'identité d'un zombie pour pouvoir l'identifier et lui rendre une sorte d'hommage? Eh bien cet homme lui fera mieux parce que non seulement il prendra leur carte d'identité pour voir exactement qui était qui, mais en plus il enterrera avec honneur et dignité, les faisant marquer un respect. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait manqué dans la série. Donner une humanité aux zombies. Ça fait du bien, des fois. Quoi qu'il en soit, Morgan sera plus ou moins pardonné par ses propres actes, mais même lui se rendra compte que les actes qu'il a commis sont immoraux. Preuve en est, le zombie qui est venu l'attaquer, là-bas c'était un homme que Morgan lui-même a tué, parce que la violence ne fait qu'engendrer encore plus de problèmes. Et du coup, même son propre maître il passera puisqu'il se fera mordre par ce dernier. Résultat, il ne lui reste plus que peu de temps à vivre et à cause de ça, Morgan s'en veut et a des remords et comprend les actes qu'il a commis par le passé. Il lui rendra quand même un dernier hommage justement avant de pouvoir passer à autre chose. Et après ça, Morgan s'en ira et laissera la maison de côté et tombera justement sur la pancarte du terminus. La suite, vous la connaissez, il retrouvera le chemin de Rick et saura qu'il est passé par là avec son groupe. Et ainsi se dirigera jusqu'à Alexandria pour enfin se recroiser l'un l'autre. Cet épisode n'a l'air de absolument rien vu comme ça. Mais putain, c'est incroyable. Parce que on a déjà des nouvelles de Morgan et ça fait plaisir, mais surtout... on sait exactement ce qu'il est devenu après ça. Et voir un personnage s'en aller, enfin plutôt
aller mieux après tout ce qu'il a vécu et voir ce qu'il est devenu après ça, bah ça fait du bien. Et puis surtout, on voit que son envie de paix prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans cette saison, comme on va le voir. Et ce qui est bien, c'est que Morgan justement confronte sa propre morale avec Rick, parce que Rick, lui, a sa propre morale, à savoir devoir tuer toutes les personnes qui peuvent être mauvaises dans ce bas monde, mais Morgan, lui, suggère une voie plus juste, une voie potentielle, dans laquelle bah, ce serait peut-être bien d'épargner son ennemi, pour qu'ils puissent bah, peut-être cohabiter avec eux et peut-être bah, espérer une vie meilleure et une vie de rédemption à la suite. La confrontation entre ces deux moralités va être très intéressante par la suite, mais on se rendra compte que bah, au final... comment dire, cette morale sera très intéressante à la longue, mais ce que je trouverais dommage, c'est qu'il sera trop mis de côté par la suite, surtout parce que bah, le mec que Morgan a capturé, à savoir le Wolf, tout ça pour qu'il puisse avoir une petite rédemption, bon, au final il en aura une, mais il sera sacrifié malgré tout. Du coup, bon, bah, au final, il n'y a plus trop de morale, puisque bah, la morale bah, avait comme centre d'intérêt bah, un prisonnier. Et si le prisonnier est mort, bah, il n'y a plus de remise en question. Quand je vous dis que dans cette saison, il n'y a pas grand chose d'intéressant, et dès qu'on se dit qu'il y a un truc d'intéressant, paf, et bah, on est revenu au statu quo de base. Du coup, bah, on s'emmerde, on s'ennuie, il se passe pas grand chose. Pendant ce temps, du côté de Game of Thrones, il y a quoi en ce moment ? The Walking Dead, là, faut commencer à se remémorer, là, faut se relever. Surtout que là, ils sont à un stade où Game of Thrones, ils sont un petit peu dans la merde, puisque les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss n'adaptent absolument plus les romans de Game of Thrones. Au contraire, ils sont en train de faire à leur propre sauce, vu que, bah, alors, à cette époque-là, bah, la série de romans n'était pas encore terminée, et donc, du coup, les gars, ils devaient inventer leur propre fin, vu qu'ils étaient déjà à jour. Donc, du coup, forcément qu'il fallait qu'ils improvisent, et ils avaient largement des chances de se rater au vu de la taille de leur CV. Donc, s'il y avait bien un moment où les gars, ils devaient se ressaisir pour pouvoir bah, proposer le meilleur pour la suite, c'était ce moment-là. Et justement, tant qu'on y est... Your property now belongs to Negan. Oui les gars, ça y est, on y est. Après avoir vu des antagonistes aussi pourris que les Wolves, là maintenant on y est. Enfin, Negan is here. Bon, bien sûr, bon, ces motards-là se feront exécuter par Daryl avec bon, une sauvagerie quand même, hein. Le gars, ça se voit, il a pas le temps. Pendant ce temps, du côté d'Alexandria, c'est très mouvementé. Les zombies sont rentrés à l'intérieur de Alexandria pour pouvoir tout invader et bouffer le plus de personnes possible, tandis que nos héros font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir se défendre. J'ajoute aussi dans le lot que Enid a décidé littéralement d'abandonner Alexandria au vu de la situation dans laquelle il se trouvait. Et oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'une partie de la grosse horde de zombies s'est dirigée jusqu'à Alexandria pour pouvoir bah, foutre le bordel. Ouais, j'ai oublié ce détail, hein, si c'est bien possible aussi. Et Enid, remarquant ça, décide bah, de partir parce qu'elle considère qu'à partir du moment où elle est là, le malheur arrive. Mais ce qui est bien, c'est que Glenn va arriver pour lui remonter un petit peu de morale. Et j'aime ça. J'aime ce genre de choses, j'aime voir ça dans The Walking Dead. Glenn lui fera comprendre que il ne faut jamais abandonner les gens qu'on aime aux alentours parce que il y a toujours une seconde chance à leur accorder. Je sais pas ce qui s'est passé avec Glenn dans cette saison précise, mais ça se voit que le mec il a grandi. Il est passé du comic relief que l'on aime dans la saison 1 à un personnage assez stupide dans la saison 2 à au petit copain de Maggie Sapatos dans la saison 3 et 4 hein, précisément, et dans la saison 6 je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est vraiment devenu l'un des meilleurs personnages, c'est peut-être le meilleur personnage de toute la série. Pas étonnant que ce dernier sera devenu le chouchou des fans de la série. Et profitez bien de ce chouchou parce qu'on va pas en profiter longtemps. Du côté de Rick et compagnie, eh ben ils arrivent à s'en sortir. Ils essaient un petit peu de s'infiltrer au milieu de la horde. Rick ainsi que sa nouvelle femme. Plus du tout nouvelle femme, va devoir prendre les deux gosses pour que... Bon, un seul gosse du coup, hein, mais en espérant que ce gosse puisse... Bon, il est devenu con, hein, bien évidemment, hein, mais bien sûr. Soyons honnêtes, la mort entière de toute cette famille était complètement inutile.
Très sincèrement. On aurait littéralement pu les faire tuer juste avant, ça n'aurait presque rien changé à l'histoire. Ça aura juste mis du stress pour la mort de Carl et ça lui aura donné un œil en moins, mais au final cet œil en moins n'aura eu absolument aucune conséquence. Moi le truc que je comprends pas c'est comment est-ce que Carl a-t-il pu survivre avec une balle genre bien logée dans sa tête quoi, bien logée dans son œil, genre vraiment bien pénétrée. Et vous allez toutes et tous me faire croire que ouais mais tu sais les gens ils peuvent survivre d'une balle dans la tête, regarde le personnage de Bess, pourquoi est-ce qu'on fait autant de théories là-dessus? Alors, juste pour la mort de Bess, la balle dans la tête, voilà où est-ce qu'elle est. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta... Et ensuite, deuxièmement, on peut survivre d'une balle dans la tête, certes, mais si la balle n'est pas très enfoncée, si en tout cas elle ne touche pas une partie du cerveau, parce qu'à partir du moment où la balle elle passe par ta tête, genre bien comme il faut, elle passe bien au fin fond de ta tête, c'est terminé, t'es mort, t'es dead, il n'y a même pas besoin d'un médecin legit pour confirmer. Donc voilà les gars, à partir du moment où tu vois ça, et que tu vois en même temps ça, tu te poses sérieusement des questions, sachant que normalement Carl aurait dû mourir à ce moment-là, sauf si peut-être la balle l'effleure, à la limite ça je veux bien accepter, mais là tu vois bien qu'il y a un trou dans son œil, là tu vois bien que là, en plus c'était pris à bout portant, c'est pas une distance loin, etc. etc. Alors que Bess, elle aussi c'était à bout portant, et elle a littéralement succombé juste après ça, donc comment est-ce qu'on m'explique tout ça? Et merci de fermer les théories de « Ah, est-ce que Bess serait potentiellement en vie ?» Chut, chut, chut. Non, Bess est morte, faut arrêter. Ceci dit, ce que j'ai aussi adoré dans cet épisode, c'est qu'on a aussi affaire à un Rick tellement pétard de plomb que le gars va aller jusqu'à se défouler sur la horde tout entière à lui tout seul. Tout ça pour qu'après ça, les héros se joignent à lui et exterminent le reste des zombies à lui tout seul. Et ça clôt cet arc d'une manière très épique, laissant que nos héros en vie, à part bon, bien sûr 2-3 autres survivants, ainsi que Aaron et Eric aussi, en espérant que Eric soit justement là pour être l'un des meilleurs personnages de cette série. Moi j'attends ça avec impatience, je suis sûr qu'il va confirmer son potentiel de manière énorme. Et c'est là où on pourrait se dire que la série aurait pu s'arrêter là, ou en tout cas cette saison aurait très bien pu s'arrêter là, mais il faut pas oublier qu'on a annoncé Negan aussi, donc ouais, faudra du coup affronter Negan à la toute fin de cette saison. Alors, ils y vont, c'est cool, hein, dans une sorte de station satellite abandonnée, et au passage ils vont aussi y croiser un membre de la colline du nom de Jésus. Bon, qui s'appelle Paul, hein, mais au vu de ses cheveux longs et de sa barbe, on va l'appeler Jésus. D'ailleurs, moi aussi j'ai les cheveux longs et je commence à être barbu. Il y a moyen de m'appeler Jésus à moi aussi, s'il vous plaît? Bon, après, est-ce que j'en demanderai pas un peu trop, hein? Et jusque là, on aurait pu se dire c'est peu intéressant, mais il y a quand même un épisode qui sort du lot. Un épisode où Carol et Maggie sont kidnappés par les sauveurs, et où on aura aussi affaire à des personnages très intéressant, ma foi. Ce seront des personnages qui développeront leur background et aussi leurs histoires, leur façon aussi de voir le monde et de se dire que, bon, déjà Maggie est enceinte, donc du coup, les meufs se disent que ces gens-là vont avoir affaire, voilà, à de sérieux problèmes. Bref, il y a plusieurs débats moraux qui se créent entre les quatre. Mais bon, au bout d'un moment, les meilleurs épisodes doivent aussi avoir une fin. Et là, on a aussi une nouvelle information. S'il y a un Negan, et tout le monde est Negan. Donc en gros, tout le monde dans le monde des sauveurs s'appelle Negan en fait. Donc du coup, ça nous laisse encore plus de mystère, nous laisse encore plus deviner exactement qui est Negan. Voilà, tout simplement, on se pose la question. Mais en attendant, la majorité du reste de la série, on s'ennuie un petit peu ferme. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certes Jésus qui a présenté à tout le monde la colline et ce fameux Jérémy, et qui est l'un des personnages, c'était peut-être le personnage le plus détesté de toute cette série. Ouais, il devrait être détesté encore plus que Laurie, sachez-le. Ce mec-là est prétentieux et râleur, c'est le suprémaciste blanc, mais sans aucun charisme et juste au taquet pleurnichard, qui aime surnommer les gens comme il les déteste le plus. Bref, c'est le personnage le moins aimé de toute la série, et ça se comprend. Et bien sûr, ce dernier devient méprisant envers ses propres camarades aussi, qui eux commencent eux aussi à en avoir ras la noix et la casquette vis-à-vis de ce dernier. Et ça peut se comprendre. Bon après, Rick est quand même arrivé en tabassant et en tuant un de leurs camarades aussi. Donc à ce stade, voilà, que les gars viennent pour leur dire de se joindre à eux, c'est assez gros quand même. Mais malgré tout ça, ils ont quand même toutes et tous un problème en commun. Les sauveurs, qui vont devoir immédiatement régler. Et donc du coup, avec tout ça, tu te dis, bon, c'est bon, l'histoire avec les sauveurs et tout, c'est terminé, etc., etc. Ce qui laisse Daryl et Rosita faire une expédition avec la nouvelle meuf de Tara, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, Tara est enfin sortie avec une copine qui, en plus de ça, est médecin. Donc du coup, on va avoir un très bon personnage à la liste, c'est bien. And if you don't wake up and face your...
Ah bah du coup on n'aura pas de personnage bien à la liste, c'est bien. Et oui, c'est là que je vous disais que Daryl va faire des erreurs dans cette série qui lui coûtera très cher. À force de vouloir donner ses armes aux autres, et ben ce sont les autres qui vont se servir contre ses amis à lui. Et ce sera des dommages collatéraux qui seront faits. Ce qui vaudra à Daryl de se faire capturer dans un climax absolument immonde. En plus d'un côté t'as Maggie qui a des problèmes maladifs. Non, très sincèrement, je ne comprends pas. Sûrement dû au fait qu'elle soit enceinte. Mais bon, si vous êtes médecin et que vous êtes spécialiste en accouchement et tout, voilà, n'hésitez pas à me renseigner sur cette étrange maladie que Maggie a dans cette série. Parce que c'est bizarre. Et là, au force, on tease Negan. Mais il vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là cette fois? T'as Carol qui décide de s'enfuir parce qu'elle en peut plus de la vie. T'as Morgan et Rick qui décident de le suivre, mais au final c'est Morgan qui décide de prendre le relais. Enfin, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Putain, je comprends pas. On dirait que la série, elle galère à trouver des histoires narratives ou quoi que ce soit, et qu'elle se retrouve à piocher des histoires comme ça au hasard, sans qu'elle ait à inventer quoi que ce soit. Du coup, on se fait chier, on s'ennuie, il se passe presque rien, et même quand il se passe quelque chose, on s'emmerde. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Et ben c'est très simple, il y a aussi la mise en scène là aussi qui rentre dans le lot. La mise en scène dans cette série n'est pas inexistante, mais j'ai l'impression qu'elle a disparu dans cette saison. J'ai l'impression qu'on se contente juste de tenir la caméra, de filmer les scènes, de prendre des plans, de mettre au montage, sans rien derrière. Il n'y a absolument rien à y faire. Alors que tu remontes un peu plus loin dans la saison, tu sentais qu'il y avait des scènes qui étaient plutôt bien travaillées. Bon, bien sûr, il y a des scènes où les réalisateurs ils se contentaient juste de tenir la caméra et de filmer, certes, mais tu avais quand même d'autres scènes qui étaient bien travaillées, surtout les scènes les plus fortes, je suis en train de vous les montrer à l'image. Mais là, dans cette série, il n'y a pas beaucoup de scènes fortes, à part peut-être les quelques épisodes qui ont des fulgurances à droite à gauche, mais ça devient de plus en plus rare et surtout de plus en plus monotone. T'as l'impression qu'il n'y a plus trop d'efforts qui sont faits au fil des épisodes. Sauf, parce que oui, il y a le sauf, le dernier épisode de cette saison. Et là, les gars, on y est. L'arrivée de Negan, on y est presque. L'épisode s'appelle Le Dernier Jour sur Terre. Et là, déjà, nos héros, en allant à la colline, ils se retrouvent face aux sauveurs. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On ne sait pas exactement. Mais on sait déjà que les gars, ils essaient de les berner comme ils le peuvent et surtout comme ils le veulent. Ils les bernent à coups de tronc d'arbre, à coups de mecs bien pendus comme il faut sur une chaîne. Retenez cet homme-là, on y reviendra un peu plus tard. Bref, les mecs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les bloquer, éviter d'aller à la colline pour pouvoir soigner Maggie. C'est incroyable. Cet épisode est très bien rythmé, incroyable, et nous maintient petit à petit dans la tension, et ce jusqu'au bout de la nuit. Et surtout quand vient ce moment où les lampes de lumière finissent enfin par s'allumer. Nos héros finissent encerclés avec les autres héros qui étaient emprisonnés et mis à genoux face à un camping-car qui nous révèle l'antagoniste de la série que l'on attendait tous depuis bien longtemps. Et là on y est. On parle enfin de Negan. Pissing our pants yet? Boy, do I have a feeling we're getting close. Le retour de la bonne mise en scène dans un Walking Dead. J'ai attendu ça, vous n'imaginez même pas combien de temps. Lorsque l'acteur Jeffrey Dean Morgan avait été annoncé pour le rôle, les fans se sont tellement rués, ils étaient tellement heureux d'apprendre la nouvelle que les gars ils ont décidé de littéralement reprendre la série de plus belle. Regardez les scores, regardez l'audience, elle a augmenté depuis ce jour-là. Et sachez que, ça a donné l'épisode le plus vu de toute la série, mais ça on y vient dans la seconde partie. Bien sûr, Jeffrey Dean Morgan, c'était la personne qui aurait été parfaite pour pouvoir jouer Negan, surtout quand on l'a vu dans le rôle du comédien. Et croyez-moi que lors de sa première apparition, le mec n'a déçu absolument personne. Bon, sauf Red les gorillas, mais on s'en fout de son avis, il vaut plus rien. Et là, c'est le moment de comprendre exactement pourquoi est-ce que ma scène d'introduction de la première partie de ma vidéo sur la chute de The Walking Dead était un échec, et pourquoi est-ce que l'arrivée de Negan dans le premier ou dans le dernier épisode de la saison 6 a été une véritable réussite à côté. La mise en scène, tout simplement, je fais que vous le dire depuis le début de cette vidéo, mais oui, la mise en scène dans une série ou même dans un film, c'est ultra important. Si tu maîtrises pas la mise en scène, ton film sera monotone. Si tu as une parfaite maîtrise de la mise en scène, ton film sera incroyable. Et vice versa. L'arrivée de Negan sur le dance floor, il sort d'un camping-car mis à l'ombre, mais genre complètement à l'ombre, avec une dégaine
qu'on imagine hyper massif et très bien reconnaissable avec une voix bien porteuse, etc., etc. Et cela montré sous un plan large très bien fait. Ce dernier avance petit à petit et commence à se mettre petit à petit en lumière. On a un gros plan sur son visage montrant exactement à quoi est-ce qu'il ressemble et montrant que le gars il va pas plaisanter avec qui que ce soit malgré le fait qu'il a un humour, bon, via son champ lexical de vocabulaire très atypique. You are so gonna regret crossing me in a few minutes. Give me your shit, or I will kill you. Et surtout, la majorité de la scène, il est montré en contre-plongée. Et cette contre-plongée, elle joue énormément. Elle assoit la puissance du personnage, la puissance de l'interprétation de l'acteur, et montre que ce dernier, eh ben, il va pas être tendre, surtout lorsqu'il tient sa batte qui présente minutieusement aux yeux de Rick, et minutieusement aux yeux de la caméra, et aux yeux donc des téléspectateurs. Tandis que moi, à côté, je n'ai fait que reprendre la scène d'introduction de moi-même, en ouvrant bien sûr la porte du placard, certes, mais en montrant entièrement mon corps, en plus de ça, montrer sous une grande lumière. Bref, ça fait que ma scène est beaucoup moins puissante comparée à celle de Negan, tout simplement parce que moi j'ai du mal à encore maîtriser la mise en scène. Or là, dans The Walking Dead, on sent que le réalisateur de cette série sait comment est-ce qu'il faut gérer sa caméra. Et ajoute à ça aussi la prestance de Jeffrey Dean Morgan. Et c'est bon, t'obtiens l'une des meilleures scènes de toute la série The Walking Dead, une scène tellement mémorable et tellement incroyable qu'elle va traumatiser les téléspectateurs pour toute l'histoire de la télévision, et ce jusqu'à la fin. La prestance, le charisme et même la musique de fond fait absolument tout dans cette scène. T'as vraiment l'impression que t'as affaire à un personnage digne de ce nom, digne des protagonistes principaux de la série. Et si tu termines en plus de ça par Negan qui fait un astrandrame, tout ça pour qu'il vienne à tabasser le crâne d'un de nos héros principaux, filmé en caméra subjective, t'obtiens l'un des meilleurs cliffhangers, ce n'est peut-être le meilleur cliffhanger de toute l'histoire de la télévision et de très très loin. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils avaient Game of Thrones, mais il semblerait que les gars ils aient décidé de exactement faire la même chose avec la mort de Jon Snow notamment. Parce que ouais, il semblerait que les gros cliffhangers comme ça qui nous laissent bouche bée, c'était un petit peu la mode à l'époque. Et là, à ce moment-là, tu te dis, allez, ça y est, enfin, il n'y a plus de monotonie. Enfin, la série va devenir de plus en plus incroyable au fil des épisodes. Là, maintenant que Negan est arrivé, la série va devenir incroyable. What? I didn't quite catch that. You're gonna have to speak up. Not today. Not tomorrow. But I'm gonna kill you. À ce moment-là, après le gros cliffhanger de la saison 6 qui nous avait été délaissé comme ça, énormément de vidéos théories vont commencer à apparaître sur savoir qui a été exécuté par Negan. Genre, qui ? Plein de vidéos, plein de théories vont commencer à naître et apparaître. Il y avait même des vidéos qui étaient hors sujet de The Walking Dead. Ça parlait de The Walking Dead. Puis là, à ce moment-là, presque tous les jours. C'est une dinguerie. En bref, en l'espace de quelques mois, The Walking Dead avec Game of Thrones faisait partie des saisons les plus attendues de son année de sortie en 2016. Dites-vous, pendant près de 6 mois, ce sont plein de millions de téléspectateurs qui vont se poser des questions, soit plus de 17 millions. Et oui, les chiffres, ils ont commencé petit à petit à augmenter pile à cette époque-là. Croyez-moi que les gars, ils étaient prêts à allumer leur poste de télévision au moment où l'épisode allait sortir. En plus de ça, la bande-annonce, elle était sortie à cette époque-là et croyez-moi qu'elle était ultra bien réalisée pour ce qu'elle présentait. On ne voyait nos héros que dans un seul endroit précis, soit la scène de l'exécution. Les autres héros qui n'étaient pas présents justement dans la scène d'exécution, croyez-moi que on les voyait souvent avoir 2-3 scènes à droite à gauche, mais les héros en question, alors là, eux, ils avaient droit à absolument aucune scène, si ce n'est la scène de l'abattoir de Negan. Mais du coup alors, avec tout ça, quand l'épisode final est sorti, ou en tout cas l'épisode premier de la saison 7, que s'est-il passé? Comment est-ce que le public a réagi? Et surtout, comment est-ce qu'était cet épisode?
Cet épisode est l'épisode le plus vu de toute la série et même de tout le show. 17 millions, c'est un peu plus que le premier épisode de la saison 5 et croyez-moi, il y a du level. Quand l'épisode commence, déjà, c'est la frappe. On ne voit absolument aucune victime, mais on sait déjà que ce n'est pas Rick, puisque c'est ce dernier qui sera amené par Negan à l'intérieur de ce camping-car, sûrement pour lui faire dire que le gars il a un petit peu abusé lorsqu'il a attaqué sa petite base navale à la station navale. Rick n'aura qu'une seule mission, aller chercher sa hache qui s'est trouvée dehors. Pendant ce temps, il va se remémorer tous les souvenirs qu'il a vécus lors de cette fameuse soirée où il a vu un de ses amis se faire tabasser à coups de batte en guise de barbelé. La mise en scène jusque-là est très brillante, on ne voit pas grand-chose dans le brouillard, mais Rick se confronte petit à petit à la réalité des choses et surtout au pire ennemi auquel il avait à faire face depuis le gouverneur. Tout le long, Rick va non seulement subir une humiliation, mais surtout il va subir la perte de ses proches. Je sais pas ce que j'ai avec l'articulation, j'ai du mal. Et ce n'est que lorsque l'on verra Abraham se faire tabasser à coups de batte que l'on comprendra qu'il s'est passé des choses terribles. L'exécution d'Abraham est lente et douloureuse, notamment pour Rosita et surtout pour Sacha qui, je rappelle, dans l'épisode précédent, avait prévu de... Bad choices. You have them too. Et d'ailleurs, Daryl en pètera tellement les plombs qu'il sera même capable de lui foutre une putain de patate en pleine poire. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Il y a juste un petit problème, Daryl. T'aurais pas dû faire ça. Non, t'aurais pas dû faire ça, je te jure. Back to it. Buddy, you still there? I just don't know. It seems like you're trying to speak, but you just took a hell of a hit. I just popped your skull so hard, your eyeball just popped out. I'm just getting started. Lucille, it's thirsty. Ah, mais tu vois, Glenn, je t'avais dit d'attendre ton tour, je t'avais dit qu'il viendrait. C'est un peu une blague de bâtard quand même ce que j'ai fait là. Et ouais, à cause de l'acte de Daryl, et bah Glenn s'est fait tabasser à son tour violemment lui aussi. Mais le pire, c'est que ce dernier a essayé au minimum de se relever, mais bon, avec une sale gueule quand même, mais Negan a continué quand même de l'amocher comme ça, histoire de montrer à tout le monde qui était le patron. Et Rick sera tellement en colère vis-à-vis de lui qu'il jure devant tout le monde qu'il le tuerait de ses propres mains. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais là naîtra une grande rivalité entre les deux. Mais bon, ça c'est ce qu'on aurait pu se dire, parce que Negan lui il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il va l'humilier devant tout le monde. Et c'est en se remémorant tout ça que Rick se rendra compte et surtout prendra conscience que l'ennemi auquel il a affaire, il sera pas du tout comme les autres et il sait que tous les actes qu'il a commis jusque-là lui a permis d'arriver jusqu'ici, mais ces actes le mettra dans un tel, disons dans une telle position de faiblesse qu'il s'en remettra presque jamais. Il va subir tout le long de la situation, il va voir le cadavre transformé en zombie pendu par la chaîne, se rendant compte qu'il se trouvait sur un lieu dans lequel il sait il n'aurait jamais dû aller. Jamais de toute l'histoire de la série, un personnage principal n'aura été aussi abattu, surtout face à un ennemi aussi féroce. Mais comme visiblement pour Negan ça ne suffit pas, il demande carrément de couper le bras de son propre fils, devant tout le monde en plus encore une fois, après l'avoir ramassé. Rick aura tellement plus de volonté et aura tellement plus de détermination après ça, qu'il sera abattu lui aussi et ne pourra absolument plus rien faire. Il n'aura plus qu'une seule chose à faire, se soumettre à Negan et devoir bosser pour lui et lui remettre absolument presque toutes les ressources qu'il a à la demande des sauveurs après ce qu'il a fait. Rick a sous-estimé son adversaire et penserait qu'il aurait affaire à un adversaire très féroce mais dont il s'en défierait facilement. Hélas, ça ne fonctionne pas comme ça. Résultat des courses, Negan l'a tout simplement abattu, mais avec une facilité dont on n'imagine même pas. Les sauveurs n'auront donc plus qu'à toutes et tous partir un par un, sans exception, laissant nos héros abattus en tant que tels, sans funérailles ou sans quoi que ce soit, ou même carrément sans honneur. C'est
une humiliation publique et totale qu'a subi nos héros vis-à-vis de cela. Certains et certaines voudront se venger de ce que Negan a fait, d'autres ne seront que plus abattus de ce qu'ils viennent de vivre. Et Daryl aussi se fera kidnapper entre temps, mais bon, ça c'est notre histoire. Rick, c'est lui-même, on ne peut pas se rebeller face à quelqu'un comme lui, et ils sont tellement armés et tellement nombreux que les mecs ne savent pas du tout ce qu'ils vont devoir faire avec tout ça. Et ça va être le gros re-questionnement de la saison 7, parce qu'à ce moment-là, on se dit, putain, mais si ce premier épisode de cette saison est incroyable, mais imagine la suite, mais ça se trouve, mais ça va être encore plus incroyable. Il va y avoir des morts de personnages principaux par centaines, des morts d'autres personnages principaux incroyables, les antagonistes principaux vont être hyper bien développés, on va avoir des histoires de partout, ça se trouve Carl et Enid, ils vont faire l'amour et Enid va tomber enceinte, ça se trouve Maggie même va accoucher à la fin de la saison pour symboliser tout ça. Ça se trouve à la fin, il va y avoir une conversation mais épique entre Rick et Negan, comme ce fut le cas avec le gouverneur Eric justement à l'époque. Peut-être que Eric va devenir l'un des nouveaux meilleurs personnages principaux de toute la série. Les gars, vous imaginez pas à quel point il y a tellement de potentiel à ce que la série devienne incroyable après tout ça. Pourquoi est-ce que d'un coup la tension s'est arrêtée? Expliquez-moi. Quoi? Vous allez me faire croire qu'on a suivi toute cette série entière, tout ça pour avoir entièrement des épisodes presque inutiles tout à la longue, tout ça pour un final aussi merdique que celui-ci. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule par hasard? Bon, déjà, nous présente une nouvelle communauté, a.k.a. le Royaume. Pourquoi? Je me pose entièrement la question, en fait, tout simplement. Sans déconner, les gars, je vous assure que la majorité partie de la saison, c'est est-ce qu'on va se battre contre Negan? Ah, mais il faut qu'on se fasse une alliance par-ci, une alliance par-là, etc., etc. Je vous assure que pendant tout le long de cette saison, les personnages parlent, et ça parle, et ça parle tout le temps dans cette série. C'est une dinguerie comment c'est chiant. D'un côté, t'as Carol qui ne sait absolument rien pendant plus de 13 épisodes, et c'est long, 13 épisodes de 40 à 45 minutes, quand t'as plein de personnages qui parlent à droite, à gauche, etc., que ça fait des alliances et tout ça, c'est long, surtout qu'il se passe pas grand chose, pour pas dire quasiment rien du tout. Bref, il n'y a rien dans cette saison, il n'y a absolument rien qui se passe, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de soporifique, il y a juste Daryl qui s'est fait kidnapper et qui du coup est emprisonné aux côtés de Negan, mais qui sert de chien, d'esclave ou je sais pas trop quoi. Bref, c'est peu intéressant, il y a juste son amitié avec Dwight qui passe. Et encore, est-ce que ça c'est de l'amitié? J'y crois pas trop. T'as un autre épisode où Negan vient rendre visite à toute Alexandria pour pouvoir leur prendre 2-3 ressources parce que ça fait partie de la règle. Et au final, tu te dis, ah ça y est, c'est l'épisode où il va se passer un minimum de trucs. Mais bon, allez vas-y, c'est que l'épisode 3, on sait que Rick va se faire un petit peu victimiser et qu'il ne s'est pas encore remis de ce qui s'est passé dans le premier épisode. Vas-y, c'est pas grave, c'est le temps de se chauffer, c'est tranquille, vas-y, pas de soucis. Et ben je peux vous assurer, mais vous assurer que c'est ça. Tout le long de cette putain de saison, il ne se passe que ça. Il n'y a rien qui se passe après derrière. Ah, et aussi, j'avais oublié de dire, il y a aussi Tara dans cet épisode. Tara qui fait un truc intéressant, à savoir être promenée dans la mer pour ensuite se retrouver dans une communauté remplie de femmes. C'est l'idéal pour elle parce qu'elle est lesbienne en fait. C'est les scénaristes. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça sérieusement? C'est du hasard ou c'est une coïncidence? Parce que moi j'y crois pas trop à cette coïncidence. Hein. Et sachez d'ailleurs que cet épisode est sûrement l'un des épisodes les plus détestés de toute la série. En témoignent les notes qui sont diffusées sur IMDb. Tout simplement parce que dans cet épisode, devinez quoi? Il ne se passe rien. Non! Sans déconner! Parce que oui les enfants, j'ai oublié de vous dire, il y a une nouvelle communauté présente. Je vous présente la communauté d'Oceanside. Une communauté qui a vécu la perte de tous ses hommes et enfants, laissant que des femmes. Et des enfantes. Et comme par hasard, c'est la meuf lesbienne qui a atterri comme par hasard en fait sur la communauté où il y a que des femmes. Là, je vous assure les gars, je m'en remets pas. Et du coup, tout le long de l'épisode, tu vas avoir des discussions à coup de qui gère la communauté. Je suis pas votre ennemi. Mais les sauveurs sont ci, les sauveurs sont ça. Et nanani, et nanana, et en fait, c'est simple. Pendant la moitié de la saison, ça parle, ça béglotte, ça dit nanani nanana, mais à part ça, ça se bouge pas le cul pour savoir exactement qu'est-ce que nos héros vont faire à un moment ou à un autre. D'ailleurs, pendant 3 ou 4 épisodes, il y en a au moins une qui s'est bougé le cul.
Ah, enfin, j'ai envie de vous dire. Et c'est Rosita. Ah, ça y est, enfin cette femme va servir à quelque chose à l'intrigue. La meuf va appeler Eugène. Ouais. Tout ça pour ensuite aller lui créer une balle. Ouais. La balle va servir à tuer Negan. Ouais. Negan est à Alexandria pour non seulement prendre des ressources, se raser et en plus de ça, bon, chouchouter un petit peu Judith parce que ça reste quand même un pérément. Ouais. Negan tue Spencer. Oh oui, oui, oh oui, oui. Rosita se pointe enfin avec un flingue. Oh oui. Rosita tire sur la boîte de Negan. Quoi? Et Rosita se fait juste menacer et c'est Eugène qui a amené à la place tandis que Rosita, bah, elle est libre. Non. Vous voyez en quoi est-ce que cette saison est frustrante? Il se passe tellement rien que les gars, ils ont même pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Putain, c'est une dinguerie ça, d'avoir autant à meubler pour raconter si peu. Et je peux que vous assurer que le moment où il se passe réellement le plus de choses, c'est à l'épisode 16. Il aura fallu attendre 15 épisodes pour qu'il se passe quelque chose. Ah, effectivement, hein, c'est vrai que là en ce moment la série elle devient pas terrible. Et sinon, du côté de Game of Thrones, là, ça se passe comment d'ailleurs? Je veux dire, il y a même plus de conflit entre les personnages, ça y est, c'est terminé. Par exemple, Spencer, un personnage qui est censé être le fils de l'ex-chef d'Alexandria. Rick a pris sa relève après sa triste mort des zombies lors de la dernière attaque massive des hordes de zombies. Ce qui fait que du coup, ce dernier, il a légèrement le seum. Du coup, il a envie de, au minimum, se joindre à Negan pour pouvoir prendre sa place. Mais on aurait pu espérer au moins un minimum de quelque chose. Tout ça pour qu'au final, ce dernier se fasse exécuter par des gars à vue en plus, bien éventrer sa mère en plus, c'est fada. En plus, en dehors de ça, on apprend que le fils de Rick, enfin la fille de Rick, à savoir Judith, n'est absolument pas sa fille, mais celle de Shane. On s'en bat les couilles, de toute façon, c'est pas du tout le sujet Rick, là on est concentré sur autre chose. Je sais que je reproche l'ennui dans cette saison-là, alors que dans la saison 6, j'aurais largement encore plus pu lui reprocher. Mais or, dans la saison 6, il y avait quand même au minimum 2-3 fulgurances. Tu sentais qu'il se passait 2-3 trucs, il y avait des débats moraux entre Rick et Morgan, par exemple. Et puis surtout, il y avait l'arrivée de Negan qui était un petit peu plus teasée petit à petit. Et au milieu de tout ça, t'avais quand même 2-3 épisodes au minimum intéressants. Mais là, dans la saison 7, t'as absolument rien de tout ça. T'as juste nos héros qui sont en galère pour savoir s'ils partent en guerre ou pas. T'as Negan qui fait le con, etc., etc. Bref, il se passe rien, on s'ennuie, ferme. Même au niveau de la mise en scène, t'as plus rien d'intéressant et d'attrayant. Mais déjà que les scènes elles sont peu intéressantes et peu attrayantes, surtout au vu des épisodes qu'il y a, franchement, les gars, on leur demande peut-être pas la lune, mais on leur demande au minimum de savoir marcher. En fait, c'est pile à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, à l'image de Cyprien, The Walking Dead, c'est une bonne série de zombies, voilà, qu'il est pas à moitié, hein. Sauf pour elle, parce qu'en fait, comme elle est moitié de... Bon, suite à tout ça, bon, t'as quand même un épisode où nos héros, ils font encore face à une autre nouvelle communauté. Bon, décidément, les gars, ils ont que des nouvelles communautés à nous présenter. Bon, déjà, on a eu des meufs, enfin, un peuple amazon, puis un royaume tout entier. Ça va être quoi, la suite? Des gars au milieu d'une décharge qui pratiquent l'art? Pourquoi est-ce que je demande encore, sérieux? Pourquoi est-ce que je demande, putain? Bon, ces gens-là, ils ont une pratique assez spéciale. Bon, déjà avec les vivants, mais surtout avec les morts, hein. Regardez à quoi ressemble ce putain de zombie de merde. Encore du zombie, toujours du zombie, et encore du zombie. Vous avez pas autre chose, là, dans votre caboche, là, putain? Bref, dit comme ça... Ça a l'air d'être la pire saison de toute la série. Pour l'instant, les gars, hein, dites-vous qu'on est capable de faire pire. Surtout pour un seul épisode en particulier, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que, aussi choquant que cela puisse paraître, eh ben, il y a quand même des qualités. Et oui, aussi choquant que cela puisse paraître. Bon, déjà, le casting 5 étoiles, surtout du côté des sauveurs, hein, parce que bon, les héros, ils sont sympas 2 minutes, mais avoir l'arrivée de Jeffrey Morgan, ça fait
de la chaleur et un minimum de fraîcheur, surtout au vu des autres prestations qui étaient soit ok sans plus pour certains ou soit pas mal pour d'autres. Mais là, Jeffrey Dean Morgan, il a relevé le niveau, en plus aux côtés de Stephen Hawks et alias Trevor dans GTA V. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, la majorité des scènes qui se passent chez les sauveurs sont vraiment très bons. Notamment la scène d'intervention de Carl qui va aller jusqu'à tuer Negan chez lui, à domicile, tout simplement. Et à un moment, à la fin d'un épisode, il va jusqu'à embrasser Enid. Et moi, j'étais vraiment heureux de voir ce genre de scène qui m'a fait extrêmement plaisir. Plaisir parce que déjà, on a vu le personnage grandir avec le temps, mais se dire qu'il a trouvé sa moitié au milieu de cette épidémie, après tout ce qu'il a vécu et tout ce dont il lui est arrivé, etc., etc., et bah ça me faisait vraiment plaisir et chaud au cœur. Chaque fois que je vois ce couple, j'ai des papillons dans le ventre, rien qu'à les voir, tellement ce couple-là est extrêmement mignon, c'est beau à voir. La visite de Carl auprès de Negan était quand même un épisode sympatoche, mais je dirais pas trop sans plus, c'était sympatoche. On a eu une discussion entre Negan et Carl et un attachement entre les deux personnages, surtout de la part de Negan, parce que Carl, bon, tu sens qu'il garde quand même une énorme rancœur envers Negan, hein, et ça se comprend. Mais quelque part, dans le fond, t'as quand même ce sentiment que Negan, au fond, ça reste peut-être un mec bien. Je sais que dit comme ça a l'air ouf, surtout quand même que le mec il s'est mis quand même à humilier Rick comme ça devant les yeux de tout le monde et en plus en tabassant des gens à coups de batte de baseball. Mais quand même quoi, il y a un truc avec Negan qui fait que, je sais pas, ça a l'air d'être un gars gentil et tout doudou. Alors certes, le mec s'empêche pas quand même de collectionner des femmes, genre littéralement, mais tu sens quand même que les femmes, elles sont déjà très bien traitées, surtout de ce que le gouverneur en a fait à côté derrière. Quand je dis que le gouverneur est un meilleur antagoniste que Negan, c'était justement pour ça. De l'autre, le gouverneur est cruel et n'hésite pas à faire les pires choses possibles pour ses propres convictions, alors que Negan, lui, c'est quelqu'un qui a envie de vivre sa vie heureux et qui croit avant tout que le peuple, avant tout, c'est une ressource dont il faut bénéficier pour que l'humanité dans son ensemble puisse en sortir. Mais ça n'empêche pas d'être un humain comme tout le monde et aussi de profiter des choses de la vie, comme profiter de plusieurs femmes à la fois. Je sais pas si lui demande leur consentement, mais au vu de la santé mentale de l'une d'entre elles, je me pose sérieusement la question. Aussi, l'arrivée de Eugène chez les Sauveurs, c'est peut-être ce qui est le plus qualitatif dans cette saison. Parce que son arrivée, bon déjà, était un peu mitigée, mais tu sens que Eugène, c'était quelqu'un qui empathisé au long de cette saison-là. Dans les saisons 4, 5 et 6, il était pas du tout intéressant. C'était un gars presque pleurnichard, quasiment lâche, qui t'avais l'impression qu'il se reprochait presque rien et qui était là uniquement pour pleurer. Mais là, dans cette nouvelle saison, tu sens qu'il prend un peu plus les devants de la scène à lui-même. De plus, tu sens aussi qu'il se pose de plus en plus de questions sur sa propre place au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui va valoir au milieu? Qu'est-ce qu'il va faire qui va changer absolument tout? Parce que maintenant, il a les clés de l'avenir de son groupe, mais aussi celui des Sauveurs en même temps, puisque c'est le chimiste, le scientifique au milieu de tout ça, d'autant plus qu'il est très apprécié des fans de Negan, en tout cas de ce qu'il nous a montré et grâce aussi à ses talents de scientifique. Mais il se pose aussi la question de savoir est-ce que c'est moral de tuer Negan, et c'est pour ça qu'il se lancera dans la conception de ce fameux médicament capable de tuer Negan. Déjà bon, pour faire plaisir à cette femme, qu'elle puisse s'en aller en paix. Je sais pas du tout ce que Negan lui a fait, mais là vraiment les gars, je me pose sérieusement des questions. Bref, il y a un vrai arc narratif qui est construit autour du personnage de Jed. Tout ça pour qu'au final, bon, le médicament finisse dans la bouche de Sacha et qu'elle finisse par littéralement mourir dans son propre cercueil. Bon, sûrement parce qu'il veut prêter allégeance à Negan. Mais quelque part, ça laisse quelque chose de très intéressant pour la suite. Une suite qui, vous le verrez, bon, a des épisodes catastrophiques, voire même l'épisode le plus catastrophique de toute la série. Mais ne vous inquiétez pas, on y vient après. Pour l'instant, on va juste s'attarder sur son épisode final où il se passe enfin des choses. Et c'est des temps qu'il se passe enfin des choses. L'épisode 16. L'épisode 16, c'est l'aboutissement de tout ce préparatoire, de toutes ces discussions de merde, de blablabla. Et on s'attend quand même à quelque chose de fort, d'intéressant et de cool. Or, au final, on a la trahison des décheteurs. Super, bravo, nickel, ça fait plaisir, merci. Mais en dehors de ça, t'as aussi Maggie et Ezekiel avec leurs communautés respectives qui décident de prendre le front et l'assaut pour pouvoir faire face aux Sauveurs. Enfin, ça y est, il se passe enfin quelque chose et la guerre est enfin déclarée au bout de 15 épisodes quand même. Il était temps que ça commence réellement, enfin. Donc là, t'es en train de te dire, alhamdoulilah, ça y est, la guerre elle va enfin commencer, ce qu'on attend depuis tellement longtemps. Et comment dire, Seulement, il y a un tout petit problème, l'audience. Là, l'audience, c'est catastrophique. Elle descend de plus en plus, encore et encore et encore. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on sortait d'un épisode qui faisait 17 millions de téléspectateurs. Là, pour le coup, là, l'audience...
ça va pas. Bref, là vraiment ça ne va pas et il faut vraiment commencer à se ressaisir en espérant que ça arrive. La saison 8, c'est la chute totale. Rêvez pas, pensez pas, juste quand je dis que c'est la chute totale, c'est la chute la plus totale. C'est plus à ce moment-là où les fans de la série The Walking Dead ont commencé réellement à décrocher de l'univers et de la série une bonne fois pour toutes, et qu'il ne restait plus de passionnés ou quoi que ce soit, mais que les seuls fans qui restaient, c'était juste les fans obsédés de l'univers de The Walking Dead. En fait, disons les termes, la saison 8, c'est la saison qui a fait tellement de mal à la série qu'elle ne se remettra absolument jamais pour le reste de toute sa carrière et de toute sa vie. À ce côté, Game of Thrones ne pouvait que s'en réjouir parce qu'il pouvait largement encore plus illustrer. Vous verrez que dans cette saison, il y a quand même eu du bon, mais qu'il y a quand même eu du mauvais, du catastrophique, voire même pire épisode de toute la série The Walking Dead, et je pèse mes mots. Déjà, commençons par ce premier épisode, car il est très symbolique dans l'univers de The Walking Dead. C'est simple, pour une simple et bonne raison. C'est l'épisode 100 de la série entière de The Walking Dead. Ouais, 100 épisodes déjà, le temps passe vite. Et donc pour l'occasion, ce 100e épisode justement réunit toutes les références au premier épisode de la série. Par exemple, t'as Carl qui pose son chapeau par terre pour pouvoir se mettre à genoux, voir ce qui se passe sous la voiture, exactement comme le faisait Rick au premier épisode. Au loin, t'as même un zombie qui se dirige vers Carl, etc., et ce zombie a exactement la même cicatrice que le tout premier zombie que l'on voit au début de la série. Aussi, à côté de Carol, t'as un tag d'une fleur qui soit rappellerait Sophia, à l'époque où elle avait disparu, et même Daryl lui avait justement offert une fleur à cette dernière pour qu'elle puisse être réconfortée, mais ça fait aussi référence à la fameuse phrase « Regarde des fleurs ». Si vous connaissez l'univers de The Walking Dead, vous savez très bien à quoi est-ce que ça fait référence. Just look at the flowers. Et pour finir, en ultime clin d'œil, t'as un travelling arrière douche sur une scène où t'as plein de zombies entourant un entier bâtiment qui fait justement référence au dernier plan de la scène de la saison 1 de The Walking Dead. Bref, il y a beaucoup de références comme celle-ci et je les trouve assez enrichissantes et ça rend cet épisode-là très qualitatif et plutôt pas mal. Maintenant, tu mets du côté des références, qu'est-ce qui reste ? Et pas mal de choses. Déjà, l'épisode est très bien rythmé. Tu sens que nos héros, ils y vont petit à petit dans le plan et qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire chacun de leur côté pour pouvoir partir petit à petit en guerre. T'apprends que Grégory, ce petit fils de pute, se retrouve rangé du côté des sauveurs pour pouvoir sauver sa peau. Et me fait penser à Arturo Roman de la Casa des Papel, pas vous? Bref, pour l'instant, le premier épisode, il est bien. Je vois pas comment est-ce que ça pourrait mal se passer. Faut que j'arrête de balancer des phrases comme ça. Au bout d'un moment, ça va devenir chiant, la langue. Quand les premières batailles sont enfin en train de se faire... Juste une question. Pourquoi c'est aussi mou? Expliquez-moi. Je veux dire, certains plans et certaines scènes, c'est des gens qui se rangent d'un côté, d'autres gens qui se rangent de l'autre, et ça fait pampan des deux côtés. Suivi de 2-3 plans... 2-3 plans, quoi, c'est tout. Mais bon, au moins, il y a Eric, le petit copain d'Aaron. Ah, je suis sûr que lui, il va déchirer. C'est son moment. C'est le moment de montrer que t'es le meilleur personnage de toute la série. Vas-y. Sinon, en dehors de ça, niveau scène d'action, c'est vraiment pas terrible. C'est pas ouf. Tu sens cette impression que t'es en guerre, mais plus en guerre de croisade, plus que dans une véritable guerre où les gens se livrent des batailles meurtrières. Une bataille d'à peur. Rebeu, moi je te trouve personnellement un petit peu trop dans l'excès quand même. Je veux dire, bien sûr, on peut se plaindre que la série n'avance pas, etc., mais de la comparer à Game of Thrones, je trouve que c'est légèrement abusé en fait. Et je pense pas que ça devrait se faire de faire ce genre de choses. Je veux dire, l'une parle d'une série de zombies où il y a des zombies en apocalypse, etc., L'autre, c'est une série où t'as carrément des dragons. Bien sûr que c'est pas comparable. Tu t'attendais à quoi, Sherlock? Effectivement, on est d'accord sur ce point-là. Soyons honnêtes, Game of Thrones et The Walking Dead sont deux séries qui n'ont absolument rien à voir l'une envers l'autre. Mais dans ce cas-là, comparons The Walking Dead avec lui-même, justement, The Walking Dead. Et regardons les combats qu'il proposait à une époque, ou plutôt des batailles spectaculaires qu'il proposait à l'époque.
Ah ouais, putain, c'est... Voilà comment c'est dynamique quand même, hein, c'est dingue. Après, bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des épisodes vraiment inintéressants. Si tu mets les batailles de côté, t'as quand même d'autres épisodes vachement intéressants. Notamment l'épisode avec Ezekiel, carrément. Un épisode où le mec, il se confronte face à ses soldats transformés en zombies après qu'il les ait demandé de s'attaquer à un ennemi. Et qui, à cause de ça, finira en dépression après avoir perdu autant d'hommes au combat. Ah, y'avait que ça. Putain, mais les gars, mais vous êtes à la dèche, qu'est-ce qui vous est arrivé, putain? En fait, t'enlèves toutes les parties de l'histoire qui se passent avec Ezekiel, t'as presque rien à côté. Enfin... Oh si! Putain, Morales est de retour, ça y est! On va enfin savoir ce qui s'est passé! Il va enfin y avoir quelque chose d'incroyable, d'intéressant! On va enfin avoir une rivalité incroyable entre Rick et ce gars-là! Morales est enfin revenu! On va enfin avoir quelque chose d'intéressant et d'incroyable et d'épique autour de cette série pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est... Non! Qu'est-ce qui s'est passé là? Tariq qui va demander des renforts parce que bon, pour pouvoir stopper les sauveurs, c'est bien de leur envoyer une horde de rôdeurs à la gueule, mais ce serait peut-être mieux si on envoyait des renforts pour toutes et tous les achever. Et c'est pour ça qu'on décide d'envoyer les décheteurs. Quoi? Attends. Histoire que je puisse recontextualiser la chose. Les mecs qui t'ont trahi, genre avant le début de cette guerre, tu demandes à les rejoindre et tu te dis pas, je sais pas moi, que Oceanside par exemple ce serait possible. Genre tu t'attendais à quoi? De te faire capturer? Mais exactement, parce que c'est exactement ce qu'ils viennent de te faire. Ils viennent de te capturer, de te torturer et de faire absolument toutes les misères qu'ils veulent. Tu t'attendais à quoi, Haman? Et devine quoi? Après justement que t'as envoyé une assaut aux sauveurs et qu'ils décident d'attaquer, de riposter face à toi et que tu décides de te mettre à l'abri. Oh bah merde alors! Et s'enfuit! Mais putain, mais c'est complètement quoi? Comment est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce genre de choses? Mais ça n'était tellement pas évident pour tout le monde, putain. Le pire quand même, c'est qu'il avait Oceanside. Hein. Oceanside, si vous savez, le fameux peuple d'Amazon où tous les hommes s'étaient fait massacrer par les sauveurs et qui auraient largement été plus convaincus par les arguments de Rick pour pouvoir les rejoindre. Non? Personne ne tilt, personne ne fait marcher son cerveau comme ça. Surtout en plus, Rick, le mec le plus intelligent de toute la série, je préfère rappeler. On rappelle qu'il y a 2 saisons de ça, le mec il avait quand même l'idée de faire diriger une horde de zombies autre part que sur Alexandria. Et au final, c'est ce même mec qui a quand même eu cette idée de prendre les charognards pour pouvoir les faire attaquer les sauveurs qui sont alliés à eux. Karl, de son côté, demande à son père si ce serait pas possible de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit peu plus de paix dans un monde aussi cruel que celui-ci. Et effectivement, ça c'est un thème très intéressant à aborder. Savoir si c'est bon ou pas d'avoir à s'en prendre à son ennemi, ou voire même pire, d'avoir à aller jusqu'à le tuer. Et ça, il remettra en question son père après une rencontre assez anodine avec un inconnu. Un inconnu qui tue des zombies pour valeur islamique. Bon, laissez-moi un petit peu l'expliquer. Dans l'épisode où Karl rencontre Siddiq, un jeune arabe se baladant dans les lieux, il voit que ce dernier a de la peine après avoir perdu sa mère et se sent un petit peu seul et désire avoir un petit peu de nourriture. Et il pense, grâce à ses valeurs religieuses, qu'en tuant ces zombies, on libère leur âme pour qu'ils puissent aller au paradis. Et ça fait plaisir. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la religion est de retour. Alhamdulillah. Remettre la religion en place dans la série The Walking Dead, c'est peut-être la meilleure chose qu'il y avait à faire parce que grâce à la religion, on peut se permettre de raconter tellement de thèmes intéressants et on peut tellement remettre en question les héros principaux que franchement ça en fait quelque chose d'essentiel à cette série. Et ils ont enfin réussi à le recomprendre à nouveau. Enfin, non, l'espace d'un instant, parce que dites-vous que cette information ne sert absolument à rien. Mais par contre, Siddiq est un personnage très intéressant qui mérite d'être suivi. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. En revanche, pourquoi est-ce que Morgan pète un plomb? Putain ouais, c'est vrai, j'avais oublié de parler de lui dans la saison précédente, putain. Dans la saison 7, Morgan posait la question au royaume, voir si c'était pas possible de enfin s'en prendre aux sauveurs une bonne fois pour toutes. Et effectivement, tout le monde hésite, etc., etc. Mais à la fin, il y a un moment où il décide de négocier avec les sauveurs et où Morgan fait un truc dont il n'aurait jamais dû faire. Morgan! Stop! Morgan!
tuer un sauveur, ou plutôt tuer quelqu'un. Chose qui s'était interdit de faire depuis la saison 6. Oui, vous vous souvenez, dans la saison 6, il y avait ce fameux épisode où Morgan était ultra bien développé, où il avait un excellent caractère de personnage, etc. etc. Vous vous souvenez de cet épisode incroyable? Eh bien c'est simple, vous le prenez, comme ça, vous le broyez, et vous le jetez. Voilà, ça a servi absolument à rien, ces conneries. Donc ouais, le but de Morgan, ça va être de se confronter à des illusions perpétuellement jusqu'à ce qu'il en ait marre. En gros, il pète les plombs juste pour ça et se met à tuer des gens autour de lui. Quel gâchis cet épisode, putain, quel gâchis. Ceci dit, on n'en est pas encore arrivé là. Et dites-vous un truc, ce n'est pas encore le pire épisode de la série. Vous verrez après de toute façon par la suite qu'on est capable de faire pire. De son côté à elle, Maggie, elle décide, bon déjà, de prendre les sauveurs et de les ramener en prison, enfin dans leur propre prison. Sauf que, comment dire ça simplement? Grégory existe, Grégory est là, Grégory ne subit aucune conséquence des actes qu'il a commis dans les épisodes précédents. En d'autres termes, c'est quand qu'on tue Grégory? Et là, on en vient enfin à ce gros défaut que tout le monde dénonce depuis très longtemps. À savoir que il y a trop de personnages. Tout simplement. Il y a trop de personnages sur lesquels on se concentre à droite à gauche. Trop de personnages qui fait que il y a trop de choses à suivre à la fois. Trop de personnages qui fait que l'on s'y perd à force au fur et à mesure. Dites-vous que là, je perds du temps à essayer de tout vous résumer à droite à gauche pour que vous ayez exactement l'essentiel même de ce qui doit être raconté. Et tant qu'on y est, vous vous souvenez aussi du personnage d'Eric? Eh bah, il est mort? Quoi? Mais comment ça, il est mort? Mais vous êtes sérieux? Non. Non mais sérieusement, c'est quoi ce bordel? C'était censé être l'un des meilleurs personnages de toute la série. Ah bah du coup, c'est triste pour Aaron, hein. Il est obligé de pleurer après lui pour pouvoir se dire qu'il a perdu son petit ami, quoi, tout simplement. Il est obligé de voir son cadavre vagabonder jusqu'à cette horde de zombies qui... Alors, il y a un petit problème là. Hein, juste un petit problème, hein. Attention. Les mecs, ils ont fait des fusillades bien bruyantes de part en part. Et vous allez me faire croire que la horde de zombies qui se trouve là-bas n'a pas été attirée par le bruit. Je sais pas, c'est ce que les zombies avaient comme capacité, hein, à savoir être attirés par le bruit. Non, personne? Ok, super, merci. En gros, voilà exactement ce que ça fait que d'avoir trop de personnages. À force d'en avoir trop, on finit forcément par vouloir en sacrifier quelques-uns. Du coup, c'est nul. Tout simplement. Parce que du coup, à quoi ça sert de faire venir plein de nouveaux personnages à la fois si c'est pour en tuer d'autres? Surtout pour des nouveaux. Pourquoi pas sacrifier les anciens personnages? Certains ont fini leurs arcs narratifs, je sais pas. Peut-être que Morgan, ça aurait été plus légitime de le tuer. Je veux dire, le gars, il a eu son arc narratif, son arc même de rédemption à un moment. Je pense que c'était le moment pour lui de partir, hein. Il avait largement le CV pro. Mais là, mes amis, il est temps de enfin venir sur l'épisode le plus polémique. C'est l'épisode qui a le plus détruit l'audience de la série The Walking Dead. La mort de Carl. La mort de Carl m'avait été spoilée quelques instants après que j'ai commencé la série, sachez-le. Donc j'ai pas vraiment été surpris de savoir que le personnage allait mourir à la toute fin. Mais du coup, ça m'a un peu détruit de l'émotion que j'aurais envers ce propre personnage. Surtout que sa mort arrive d'un coup et de la manière la plus conne qui soit. Je rappelle que ce personnage-là a quand même vécu la mort de sa mère, a survécu à 1 balle, voire même à 2 balles dans son propre corps. Il a failli se faire tuer un nombre incalculable de fois, que ce soit par des zombies ou par d'autres hommes, au point que un ait failli le violer à une époque. Mais là, le mec, il est mort parce qu'il s'est fait mordre. Une petite morsure de merde de rien du tout, quoi, c'est tout. C'est... Quoi ? C'est arrivé parce qu'il a voulu sauver Siddiq d'une horde de zombies et l'un d'entre eux a fini par le mordre sur le bas-ventre. Bon, dites-moi que ça peut pas être pire quand même. Effectivement, ça peut être pire. Qu'est-ce que une musique comme celle-ci vient foutre dans un épisode où Carl va mourir? Genre le mieux n'aurait-il pas été de juste mettre une musique, bon pas triste mais une musique un petit peu bresson comme on en avait l'habitude de The Walking Dead. Et d'ailleurs elles sont les musiques un peu country, un peu vibe qui mettaient un petit peu de l'ambiance dans la série ou quoi? Pourquoi est-ce qu'on se contente de musique comme celle-ci aussi merdique que ça? Et d'ailleurs lorsque Carl agonise, pourquoi est-ce qu'on a un montage alterné entre Ezekiel et compagnie qui s'enfuient d'un royaume en train de se faire détruire alors qu'à côté t'as Carl en train de mourir derrière?
Sachant qu'on a un gars qui est sur le point de se faire tuer par Morgan, mais non, il est tué par un petit random qui sortait de nulle part et qui ne raconte absolument rien d'intéressant à son histoire, à part mon grand frère est mort à la guerre. Putain, mais arrêtez de chialer quoi, c'est bon. Qu'on m'explique exactement pourquoi est-ce qu'il y a un montage alterné comme ça, et puis surtout, pourquoi est-ce que Carl meurt comme ça d'un coup. Carl, c'est l'un des personnages les plus importants de la série, c'est le mec que l'on a suivi tout au long, comme si c'était un petit peu une sorte de grand frère, ou un fils, ou voire même un cousin pour nous. C'était le personnage le plus attachant de toute la série. Pourquoi est-ce qu'il meurt comme ça ? Eh bah, il y a certaines théories qui fusent, mais celle qui est souvent la plus revenue, c'est que Chandler Rings, à savoir l'acteur qui incarne Carl justement, a décidé de la quitter parce que, eh bah, il devait aller à l'université. Et l'ambiance de la série, enfin plutôt, comment dire, les horaires consacrés à la série justement pour lui étaient beaucoup trop, pesaient beaucoup trop sur ses épaules. Du coup, il a consacré son temps aux études, plus qu'à la série qu'il affectionne depuis qu'il est petit. Alors, spoiler alert, c'est archi faux. En réalité, si Chandler Rings a décidé de quitter la série, c'est pas à cause de ses problèmes scolaires, etc., comme l'avait cité Captain Popcorn dans ses vidéos, au contraire. C'est juste parce que Scott Gimple a estimé que Chandler Rings ne serait plus du tout utile à la série. Il considérera d'ailleurs, en ajoutant cela, que l'acteur ne sera plus assez bon pour pouvoir jouer le Carl qui est adapté dans les comics. Voilà, en gros, grosso modo, il le considère comme nul à chier. Alors que bon, je sais pas, le talent de Chandler Rings n'était pas réellement approuvé dans la série de ce qu'on a vu. Et si vous pensez que c'est encore fini avec le personnage de Carl, détrompez-vous. Le mec a déposé des lettres à tout le monde, à Enid, à Rick, et à Michonne aussi. Logique jusque-là, me direz-vous. À d'autres personnages, non, pas du tout. Par contre, il a aussi déposé une lettre à Negan. Quoi ? Pendant ce temps, chez les sauveurs, y a rien d'intéressant, y a rien de spécial. T'as juste Eugène qui commence à se poser des questions de savoir il est quelqu'un. Y a Gabriel qui a rejoint toute la compagnie, histoire qu'il puisse être malade parce que... Ouais bon, il s'est mis des tripes sur lui, donc il a une bonne excuse. Par contre, ce qu'il y a de bien avec Gabriel, c'est qu'il sympathise avec un autre personnage à côté. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce qu'il fallait à l'univers de The Walking Dead. Parce que ce personnage-là est un médecin. Et confronter la science et la religion, c'est un thème que je peux trouver intéressant, surtout dans cette série. L'un a foi en quelque chose, l'autre a foi en la logique. Il pense que tout est logique et qu'il n'y a pas de hasard, etc., etc. L'autre croit en la destinée et d'autres pensent que Dieu est responsable de tous nos actes présents ici-bas. Et moi, j'aime ce genre de débat moral qu'il y a dans cette série. Et j'espère que ce sera plus développé par la suite. Ça n'a pas été plus développé dans la suite, effectivement. On commence de plus en plus à se poser des questions légitimement sur la gestion de commandement de Dwight, à savoir est-ce que Dwight a encore la possibilité d'être aux côtés de Negan et de commander à ses côtés. Et la question va petit à petit commencer à peser sur lui et ça va même commencer à le torturer de l'intérieur. Mais bon, lorsque ce dernier finira par être trahi par Negan, ou plutôt être trahi par un de ses membres, et au final... Voilà exactement ce qui va lui arriver. Il va être puni par ce dernier, emprisonné, ou voire même torturé, et on ne sait pas. Et c'est très bien comme ça. Là où Tara et Daryl pensaient plus à venger leur ami qu'autre chose envers Dwight, Dwight prend conscience de ses actes et décide de vouloir se racheter aux yeux des autres. Mais au final, ses propres fautes finissent forcément par le rattraper au final. Du côté d'Eugène, il se pose la question de sa légitimité. Doit être légitime envers son équipe ou envers les sauveurs. Son ancienne équipe, je veux dire son ancienne famille, son ancien groupe quoi. Et c'est là toute la question qu'on va se poser pour Eugène. Mais là maintenant, on va parler de ce qui est pour moi l'affront ultime de toute cette série. Jusque là, j'ai fait que parler de la qualité et des défauts de cette série. Mais là, petit à petit, plus les épisodes passent, plus on s'approche de l'épisode final de cette série. Et vous allez voir que... Pour moi, c'est ce qui s'est fait de pire dans la série et ce qu'il y avait de pire à faire. Et voilà les gars, on y est. Le pire épisode de toute la série The Walking Dead. L'épisode 16 de la saison 8. Enfin, déjà, c'est quoi le concept? Qu'est-ce qui s'est passé autour de tout ça? Faut pas oublier que cette guerre, on nous la tease depuis plus de 32 épisodes. 32 épisodes, on a vu Rick et Negan presque se confronter. Pendant 32 épisodes, on a vu les esprits se chauffer. Pendant 32 épisodes, on a vu deux camps s'affronter. Mais au bout d'un moment, il faut que tout ça se termine. Il faut que toutes ces histoires de trahison, etc.,
en arrive enfin à son terme. Après 32 épisodes de Stephen Hawks qui nous a montré tout son talent, tout ça pour au final se faire tuer à la fin après avoir massacré toute la team des décharges, hein, qui a servi à rien dans cette histoire, mais c'est pas si grave que ça. Après une saison tout entière où on entend nos héros dire qu'ils vont enfin se venger de Negan, après une saison entière où nos héros se confrontent pour savoir exactement qui va tuer Negan ou pas, et bah on y est enfin. La bataille finale de cette guerre nulle à chier arrive enfin à son terme. Et il faut savoir qu'avant tout ça, Negan a reçu la lettre de Carl qui dit qu'il faut qu'on arrête de se faire la guerre et peut-être qu'il y aurait moyen de faire la paix. Bon, après, c'est un enfant, c'est un gosse, mais vas-y, si tu veux. Mais au bout d'un moment, la confrontation finit enfin par y aller. Les deux camps s'avancent. D'un côté, t'as les sauveurs. De l'autre, tu as Alexandria, la colline et le royaume. La bataille finale à son paroxysme. Comment est-ce que tout ça va finir ? Mais c'est pas grave, parce que je suis sûr qu'à la fin, la confrontation entre Rick et Negan sera aussi violente et aussi catastrophique que ce qu'avait donné le gouverneur. Montrez-nous ce dont vous êtes capables, les gars. Bon, c'est pas grave, je suis sûr que la façon dont Negan va être achevé sera aussi incroyable que ce que l'on peut imaginer. Bon, allez, il est mort, c'est bon, on peut clore la série, ça y est, c'est terminé. Trouver la belle fin, tout le monde est heureux, etc., etc. Save him. No! Maggie! No, he can't! No! Non, Rick, non, 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 s'il te plaît, tu vas pas me faire croire qu'il est vivant, là, s'il te plaît. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Par où est-ce que je vais commencer? Mais par où? Mais par où? Mais par où? Par où? Par où? On nous a promis une grosse bataille finale durant tout le long de la saison, tout ça pour qu'il n'y ait même pas de bataille finale au final, puisque de toute façon nos héros finissent par l'emporter grâce à un gros stratagème de Eugène. Cool pour Eugène, c'est bien pour le développement du personnage d'Eugène, mais qu'est-ce que ça a servi, putain? Ensuite, la confrontation entre Rick et Negan est nulle, surtout quand tu le compares à celle du gouverneur qui était épique, sanglant et surtout tragique. Là, il y a rien, il y a juste Rick et Negan qui s'affrontent juste pour leur propre compte, semblerait-il. En gros, voilà exactement ce que c'est que le final. On nous a promis une fausse bataille finale, tout ça pour une fausse confrontation finale, tout ça pour avoir un Rick en larmes qui pleure au pied d'un arbre, tout ça se rappelant de son fils, disant que ouais, il faut être miséricordieux envers ses ennemis et ne pas leur accorder la colère. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de merde et surtout cette morale de merde? Ce thème n'a presque jamais été abordé tout le long de la saison, parce que le long de la saison n'a fait que confronter qu'une seule chose. Bah, deux camps. C'est tout, il y a juste eu de la guerre, mais aucun personnage ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que faire la guerre entre nous a des conséquences et a une chose, etc., etc. Bref, non, les personnages ne se sont jamais questionnés sur leurs actes, et ce qui rend le message extrêmement bancal, et c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Et si tu ajoutes à ça, comme par magie, le fait que Morgan et Dwight s'en vont vers d'autres cieux, bon, Dwight à la limite ça reste un minimum compréhensible, mais Morgan... Franchement, je comprends pas pourquoi est-ce que le personnage comme ça doit partir genre d'un coup direct. Bon, sûrement pour faire une autre série archi nulle à chier que tout le monde va oublier de toute façon. Mais ouais, tout ça pour dire que cette fin avait tellement de potentiel, mais elle a tellement été gâchée. Je veux dire, regardez, au début de la vidéo, on parlait du premier épisode de la saison 7 qui était légendaire, qui était exceptionnel même pour ce qu'elle proposait. Et là, on tombe sur un épisode aussi banal et aussi classique que celui-ci. C'est une catastrophe. Mais ce qui m'a achevé de dire que c'est le pire épisode de tout The Walking Dead, c'est une raison simple. Cet épisode-là, c'est l'épisode qui aurait pu mettre fin à toute la série. Et au final, elle ne l'a pas fait. Elle nous a dirigés vers un nouvel arc narratif qui ne fera qu'encore plus rallonger la série et qui nous fera encore plus dire que
cette série est nulle à chier et finira par chuter petit à petit. Dans cet épisode, tout nous faisait dire que la série était terminée, voire même toute la saison nous faisait dire que c'était la fin de la série. Mais au final, eh bah, ce n'est absolument pas le cas, puisqu'une saison 9, en plus de ça, a été annoncée. Et bref, quoi, c'est pas fini. On nous a tout simplement et honteusement menti. Et ça, c'est insultant envers le téléspectateur de dire que cette série n'est pas terminée, qu'elle n'est pas encore prête de s'arrêter. Et on voit à quel point la série elle a baissé en qualité narrative, surtout dans cette saison-là. Rien qu'aux affiches, regardez ce que les premières saisons racontaient. Dans la première saison, bon, j'ai même pas besoin de détailler, j'ai déjà fait il y a pas si longtemps que ça. Dans la deuxième affiche, on avait Rick qui était confronté à une maison loin au beau milieu d'une ferme. C'était bien, c'était très bien raconté, on savait à quoi est-ce qu'on avait affaire. Dans la saison 3, t'avais un Rick pointant la flingue vers l'horizon au milieu d'une prison sur un bus. Tu avais déjà, t'avais déjà le parfum de ce qu'on allait te raconter. Bref, chaque affiche était très bien construite. Mais là, dans la saison 8, qu'est-ce que c'est que cette affiche de merde? T'as juste la tronche de Rick et de Negan de profil qui se retrouvent face à face avec des gens au milieu avec le titre en haut et bien en gros. C'est nul quoi, tout simplement. Tu sens qu'à la longue, la série, elle sait plus exactement ce qu'elle doit raconter. Tu sens qu'au bout, à la longue, tu sais plus ce que la série doit être. Au début, t'avais une série qui parlait de son humanité en elle-même, de ce qu'elle représentait aux yeux du monde, et surtout de la société qui les avait transformés au milieu de ce monde post-apocalyptique, et surtout ce que devenaient les personnages au long de cette épidémie. Mais là, dans cette saison, t'as affaire juste à la honte. Parce que cette série ne propose plus rien. Elle se contente uniquement de faire du divertissement sans savoir exactement ce qu'elle a à proposer, sans avoir le sel de ce que proposaient les dernières saisons. En bref, c'est de la merde. Et en voyant cette scène, je me suis rappelé de ce dont la série était capable rien qu'en termes de mise en scène. Vous vous rappelez quand je vous ai détaillé la scène de la grange où Sophia apparaissait enfin devant Rick et compagnie. Cette scène, à elle seule, est tellement plus puissante que l'intégrale de la saison 8 et de la saison 7 réunies, que je te rends compte de ce qui a été perdu au fil du temps dans la série. Ce qui a été perdu, c'est la passion. Au début, la série, elle a été faite par passion, par envie des créateurs et des artistes. Là, maintenant, t'as juste l'impression que cette série, elle n'est faite que pour une seule chose. Le pognon, l'appât du gain, et c'est tout. Et vous verrez que ça, à la longue, ça va tellement être fatal aux yeux de la série qu'on s'en rend pas compte des conséquences que ça aura. Mais ça, vous voyez, on en parle là aussi dans une prochaine vidéo. Parce que oui, on s'arrête là pour cette vidéo parce que là j'ai vraiment besoin de me reposer après toutes les conneries que je vous ai balancées. La vidéo a encore une fois été plus longue que prévu, j'avais beaucoup plus de choses à dire là mais beaucoup moins en même temps, ce qui fait que du coup on a cette longueur là. J'espère en tout cas n'avoir pas été très long et j'espère que vous aurez suffisamment profité de tout ça. En attendant, nous on se retrouve pour la 3e et qui sera cette fois-ci dernière partie où là on va être cru, on va défoncer la série. La première partie elle abordait ce en quoi la série était grandiose, la deuxième partie aborde comment est-ce qu'elle a chuté et là la dernière partie elle va faire référence ce en quoi la série elle s'est complètement autodétruite alors qu'elle avait le potentiel de se rattraper. En d'autres termes, on va voir comment est-ce que la série est devenue nulle à chier.